Bonjour, je suis heureux en tant que responsable de l'agence numérique de vous accueillir dans cette nouvelle session de webinaire Digital Commerce. Cette 4e édition a comme les autres, objectif de vous aider, de vous inspirer pour saisir les opportunités du numérique dans votre activité au profit de vos clients. La situation de pandémie vécue récemment a montré l'importance de l'outil digital pour assurer la pérennité et la résilience de votre activité. Je vous souhaite donc une bonne session de webinaire Digital Commerce 2022. Bonjour chers commerçants, chères commerçantes, bienvenue à notre nouveau cycle Digital Commerce 2022. Alors nous accueillons bien évidemment vraisemblablement un certain nombre de webinautes qui nous ont suivis dans le cycle précédent et bienvenue à tous les nouveaux commerçants et commerçantes qui aujourd'hui sont conscients que le digital est important à la fois pour votre notoriété, pour votre communication, mais également pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors ce cycle Digital Commerce 2022 a aussi pour objectif de rester dans la tendance et dans l'évolution du digital. C'est la raison pour laquelle nous aurons de nouveaux webinaires, notamment sur le nouveau réseau social TikTok, sur lequel, bien évidemment, il est peut-être intéressant pour votre commerce d'être présent, mais également sur les paiements électroniques, puisque depuis le mois de juillet 2022, vous avez l'obligation en tant que commerçant de proposer des solutions électroniques, de paiement électronique à votre clientèle qui le demande. L'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment de vous accompagner pour vous permettre de vous envoler et surtout de vous accompagner pour vous envoler de la manière évidemment la plus confortable. Donc n'hésitez pas à suivre et à regarder encore une fois nos webinaires en replay pour véritablement vous implémenter de l'ensemble des compétences que nous vous offrons, Digital Wallonia, la région Wallonne, mais également le SNI. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau webinaire que le SNI a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'e-commerce et de cybersécurité dans son e-commerce. Plein de choses à apprendre aujourd'hui soir. On est là ensemble pour 1h30, 2 heures pour faire le plein justement d'infos là-dessus. Mais avant tout, on va peut-être vous réexpliquer comment, si vous n'êtes pas souvent là, si vous n'êtes pas des nôtres les fois précédentes, si vous n'y étiez pas, pardon, des nôtres les fois précédentes, comment nous allons fonctionner aujourd'hui. Vous avez vu que vous avez une partie discussion où vous pouvez nous dire bonjour, comme nous a dit Frédéric, comme nous dit Sandra également. Voilà, n'hésitez pas à nous dire bonjour dans cet onglet discussion, à nous dire aussi finalement vous êtes commerçant, vous êtes indépendant, mais dites-nous aussi finalement dans quel domaine. Bonjour Jean-Claude, afin qu'on puisse savoir voilà, dans quel domaine vous travaillez et aussi orienter un peu les exemples aussi. Ça aidera notre interlocuteur du jour à axer son discours là-dessus. Donc, n'hésitez pas, je vois que je vous ai un peu réveillé. Bonjour à Samuel, Damien, Noah, je vois Christine, je pense. Voilà, bonjour à tous. N'hésitez pas à faire vivre ce chat, à clavarder, comme disent nos amis québécois. Il est là pour ça. Par contre, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans la partie Q&A. Vous voyez les deux petites bulles de discussion. Comme ça, on pourra vraiment voir où elle se situe. Cela vous permet aussi de voter pour la question que vous préférez, histoire de ne pas devoir la retaper une deuxième fois si quelqu'un l'a déjà écrite. Donc voilà, et puis vous avez vu aussi dans la petite vidéo d'introduction qu'on fera appel à vous via WooClap, ça on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, prenez votre smartphone avec vous, gardez-le sur le côté, vous scannerez le QR code, et puis après, on sera parti sur WooClap pour un peu vous demander votre avis, vous sonder un peu. Hello à Christophe qui est photographe, à Jean Roch qui lui est artiste peintre. On a des gens du domaine de la mode et de la confection. Donc voilà, on a un public assez
assez large. Finalement, on a Serge, tiens, Serge Houtin, coucou Serge, consultant en informatique et cybersécurité que vous avez pu retrouver lors de certains de nos webinaires. Bonjour à toi, Serge. Eh bien, en parlant d'experts en cybersécurité, je vais accueillir le mien. Il s'agit d'Alexandre Pluvinage. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonsoir Adrien, ça va très très bien, merci de me recevoir ici. Alors, c'est vrai que je dis bonjour, mais on est le soir, On est c'est le soir. vrai, il est déjà Nous 19h, sommes en direct. c'est le soir, vous avez peut-être déjà soupé ou vous nous regardez, vous allez souper en nous regardant. Alexandre, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Tu travailles chez ING, tu es quelqu'un qui est fort actif dans la cybersécurité, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Alors, je suis ici ce soir pas en tant qu'ING. ING est une de mes fonctions. Je suis là responsable de la sensibilisation à la lutte antifraude et à la cybersécurité. Ça veut dire que je ne suis pas spécialement un technicien. Alors évidemment, je sais comment ça fonctionne. Mais l'avantage, c'est que je sais justement peut-être en parler avec des termes qui sont plus accessibles. Et mon but, c'est justement de sensibiliser, mais aussi de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde va avoir affaire à la cybersécurité et à la fraude en ligne. Et donc, c'est bien de comprendre. Maintenant, je suis aussi, je suis là pour le fraudeur, le hacker et vous, qui est une petite société que j'ai montée avec un ami où nous faisons des podcasts, des vidéos sur YouTube. J'entendais parler de TikTok dans la vidéo d'introduction. Nous sommes sur TikTok, sur Instagram. Le but, c'est de faire des petites vidéos qui permettent de rester au courant de ce qui se passe, surtout sur la fraude en ligne. Et donc, si vous voulez nous voir, vous tapez le fraudeur, le hacker et vous sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, amusez-vous. Je suis aussi responsable du groupe de sensibilisation à la sécurité en ligne au sein de ce qu'on appelle la Cyber Security Coalition, qui est en fait une association belge qui regroupe le secteur privé, le secteur public et le secteur académique, et dans laquelle finalement nous essayons, en tout cas dans le groupe de sensibilisation, de mettre à disposition des membres de la coalition, mais en fait de toutes les entreprises et de tous les indépendants et de toutes les organisations professionnelles en Belgique, du matériel gratuit en 3 langues pour les aider à faire face à la cybercriminalité, parce que finalement aujourd'hui, C'est l'affaire de tous. on doit Ouais. s'entraider, on doit vraiment faire attention à travailler ensemble, parce que les cybercriminels le font, ça, il n'y a pas photo. Eh bien, écoute, on a du monde avec nous. On a Diane qui travaille pour Hydrofolie. Elle conçoit et fabrique des fontaines intérieures. Je vois que Doris est fleuriste, quant à elle. Donc voilà, on a un panel assez large de professions. C'est bien, ça va pouvoir te permettre de diversifier Absolument. tes exemples, de les personnaliser peut-être. Peux-tu nous dire, on disait qu'on était à un peu l'heure du souper, quel est le menu de ce soir, Alexandre? Alors, je pense que ça sera intéressant de commencer par rappeler un peu les chiffres de vente en ligne en Belgique, parce que, on va parler de 2 choses. On va parler d'e-commerce, on va parler de cybersécurité. Alors oui, je vais vous expliquer ce qui peut se passer de mauvais, mais le but, c'est pas de faire peur. Le but, c'est de prendre conscience des risques, parce que finalement, je le redis plusieurs fois, la plupart du temps, ça se passe, même dans la très grande majorité des cas, ça se passe très bien. Mais c'est intéressant de voir que ça évolue et ça attire du monde. C'est bien, mais en revanche, ça attire aussi des cybercriminels. Et on va parler un peu de ce que j'appelle les nouveaux cybercriminels. Il y a des nouvelles alertes qui ont été lancées par les autorités internationales et la police internationale. Et puis, on va voir un peu, en tant que nous, créateurs de contenu, entrepreneurs, qu'est-ce qu'on doit faire nous aujourd'hui pour se préparer, pour éviter de tomber dans les mains des cybercriminels? Il y a différentes options. On va aller regarder ces différentes options avec les avantages et les inconvénients. Et puis, on va voir un peu comment est-ce qu'on lance son magasin en ligne aujourd'hui, en faisant attention à protéger nos clients. On reviendra certainement tout à l'heure, parce que je pense qu'on verra un peu comment on avance, si on fait une petite pause ou pas, mais sur la fin, je voudrais être un tout petit peu plus concret. C'est super important de se préparer. C'est super important aussi de se préparer à l'événement, j'ai envie de dire. Si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, en général, quand ça arrive, on se dit, on est un peu paniqué, et c'est bien d'avoir une feuille de papier avec les éléments sur lesquels on peut se référer. Puis tu as toujours cette fameuse maxime qu'on entend tous les jours en Ouais, cybersécurité. où tu Ce veux n'est aller. pas de savoir si, c'est de savoir quand. Effectivement, on dit ça depuis des années, j'entends ça tout le temps. C'est est-ce que je vais être attaqué? La réponse, c'est surtout quand est-ce que ça va arriver. Et donc, il vaut mieux se préparer. Donc, on va voir comme ça. On finira par des recommandations, mes recommandations. Elles ne valent que mes recommandations, mais ça vous permettra au moins de vous orienter dans vos choix si vous voulez ou si vous avez déjà un webshop et que vous pensez à adapter sa sécurité.
Eh bien, en parlant de web shop et des sites internet, on va leur poser justement la question. Ouais. Je vais afficher le partage d'écran. On vous invite à nous rejoindre sur WooClap. Donc, je répète la petite manip, hein. Prenez votre smartphone, scannez ce QR code parce qu'on va revenir fréquemment vers vous pour vous poser quelques petites questions. Donc, scannez ce QR code, gardez votre GSM finalement allumé avec ce QR code pour ne pas à chaque fois devoir aller le rechercher. Ou alors, vous pouvez aussi vous rendre sur wooclap.com et taper le code Digital Commerce, hein, tout en majuscule, le même code que chaque fois. Et donc, voilà, nous, ça nous permettra aussi de voir un peu vos réponses, voir où vous vous situez, et ça permettra aussi à Alexandre de pouvoir orienter, encore une fois, Absolument. ses réponses. Donc, je laisse encore, je vois que se connecte et que c'est déjà en train de Voilà. voter. Donc, c'est la première question. C'est Moi, la j'aimerais bien première savoir, question. est-ce que vous êtes présent sur Internet? Déjà, C'est ça on va la parler première d'e-commerce, question. mais déjà, il faut commencer par être sur Internet. Avez-vous une vitrine, un web shop, simplement une homepage même, juste le minimum avec quelques informations? C'est déjà ça. Êtes-vous présent sur Internet aujourd'hui professionnellement? Alors, écoute, ils ont un site Ah, internet en tout cas, hein, 67%, 71%, ça évolue. Continuez à voter, vous êtes quand même beaucoup. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code, hein, comme on l'a vu, ou si vous pouvez, aller justement sur wooclap.com, code digital commerce. Et donc, tu vois, Alexandre, que la majeure partie de notre audience, 65% pour être précis pour l'instant, a un site web, hein, qui est une première chose. Ou pense en créer un. Il n'y a personne qui, en tout cas, a voté. Non, ils ont tous une présence. Vous l'aviez bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, on le sait tous, quand on cherche une information, mais même une adresse ou même une horaire d'ouverture, je vais utiliser Google. Si on n'a pas de présence aujourd'hui sur Internet, on va passer inaperçu dans beaucoup de cas. Alors, c'est clair. On sait que, surtout depuis le confinement, que la recherche sur Internet, pour quoi que ce soit, il faut y être. Alors, deuxième question qui découle oui. de ça, avez-vous un web shop? Parce que vous pourriez très bien avoir un site internet, mais ne pas avoir de web shop. Là, on voit que les résultats sont plus nuancés et que le non l'emporte, comparé au oui. On a une personne qui a quand même un web shop, 43% n'en a pas, et même beaucoup plus que ça, puisque les autres pensent en créer un prochainement, ce qui n'empêche rien, hein, vous ne pouvez évidemment ne pas en avoir et penser en créer. Donc là, eh bien, ils sont sur Internet, ils ont un site web, mais la majeure partie n'a pas de webshop. Donc, au final, ce qui est une bonne chose, car on va vous donner finalement les clés pour commencer et pas vous devoir vous dire, tiens, il faut finalement tout recommencer. Je vais couper mon partage d'écran et je vais te rendre la parole. Et on va commencer avec un peu les chiffres en Belgique de l'e-commerce. Je dirais, ça se passe bien en Belgique. Ça se passe bien partout, mais je veux dire que ça se passe bien aussi en Belgique. On a vu une explosion des achats en ligne, j'ai envie de dire, au tout début du confinement. Mais là, c'était logique. Les gens étaient coincés chez eux, ils n'avaient même parfois plus le droit de sortir. Donc, les achats en ligne, c'est devenu une valeur refuge. On ne parle pas d'action, mais c'était vraiment la manière de pouvoir continuer à consommer, à recevoir des biens à la maison. Non, on n'avait pas le choix. Il fallait, si on voulait continuer à exister, si un commerçant parfois, ou même les restaurateurs qui l'ont fait remporter, si on voulait continuer, ça passait par une plateforme en ligne. Et on a vu d'ailleurs une explosion des créations des webshops. Alors, ça a diminué l'année suivante, puis ça a repris en 2021. Il y avait vraiment deux tendances. Ceux qui disaient, mon Dieu, ça y est, confinement, je suis fichu. Mes clients ne peuvent plus venir, ils peuvent plus. Si j'ai vu que nous avions un photographe, je ne peux plus aller faire de photos, je ne peux plus vendre. Et puis il y a ceux qui se sont dit, bon, ok, c'est compliqué. Comment est-ce que je peux continuer à servir mes clients, à faire mon business et à exister aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moyen de me réinventer sur Internet? Et effectivement, on a vu beaucoup d'entreprises qu'on n'avait pas imaginé s'y mettre, se retrouver sur Internet. On a vu on a vu des restaurants vendre, et puis tout ce qu'il y avait de livraison à la maison a évidemment explosé, mais c'était déjà une tendance qu'on avait vu un petit peu démarrer. Ça a juste pris de l'ampleur. Mais on a vu d'autres trucs. Ça a accéléré les choses finalement. Il y a des gens comme moi qui faisaient des conférences. Les conférences en public, c'était fini. Il a fallu investir dans des caméras, des micros et commencer à passer en ligne, faire des webinaires, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup
se sont mis sur Internet. Les Belges y étaient, hein, on a vu une croissance de plus de 33%. En 2021, ça représentait 151 millions de transactions pour 12 milliards. Donc, je veux dire, on parle quand même de sommes extrêmement importantes qui aujourd'hui, voilà, si on n'y est pas, on ne va pas pouvoir profiter de ce gâteau. Et alors, on voit aujourd'hui deux types d'entreprises, enfin affectées de manière différente. Il y a ceux qui voient leur chiffre d'affaires pas bouger parce qu'ils sont dans un domaine qui aujourd'hui n'est pas affecté par le commerce en ligne. Et puis, il y a ceux qui voient leur chiffre d'affaires diminuer parce que souvent, la partie vente en ligne ou service en ligne commence à prendre son essor et ils ne sont pas préparés. Alors, on va parler de ça aujourd'hui justement, on va parler de comment on se prépare, mais en allant sur Internet, en allant vendre sur un webshop, on tombe dans un autre monde, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai vu un petit peu quand vous vous présentiez les différentes professions qu'il y avait. Vous êtes quand même fort en présence physique, ce qui est assez logique. Et donc, demain, un site web, en général, il n'y a pas encore beaucoup de risques, mais se mettre à acheter et à vendre en ligne, on rentre dans un domaine qui est super intéressant parce qu'on a plein de clients qui pourront vouloir venir découvrir nos projets. Mais on rentre dans un domaine aussi où il y a des gens qui attendent avec, j'allais dire, des virus et il y a des gens dans un endroit où on se retrouve à faire face, en fait, en tant que débutant en ligne, on se retrouve à faire face à des professionnels particulièrement bien organisés qui attendent parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'argent. Et je sais que ça fait peur et je suis désolé parce qu'il faut quand même aussi être réaliste sur ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'organisations criminelles qui cherchent à voler. Mais vous le voyez déjà en plus. C'est pas que je vous apprenne grand-chose. C'est-à-dire le nombre de SMS ou d'emails de phishing que vous recevez aujourd'hui sur votre téléphone. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Voilà, on reçoit les extraits drôles des impôts. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Des faux emails des impôts qui vous disent que ça avec le aujourd'hui, Black c'est une Friday aussi réalité. pour le moment également. Pardon? Avec le Black Friday aussi, Ah oui, toutes oui, les offres promotionnelles à exactement. l'approche du Black Et donc, Friday. c'est une réalité à laquelle on ne peut pas éviter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller en ligne. Mais quand même, il y a ce que moi j'appelle les nouveaux, alors je les appelle les nouveaux, c'est pas moi qui ai inventé le terme, les nouveaux cybercriminels. Que voit-on aujourd'hui? On voit, alors c'est ce que le FBI et Cisco, qui est une société, si vous ne la connaissez pas, qui s'occupe de réseaux informatiques, ils ont fait une alerte il y a quelques mois en disant, voilà, on voit une tendance qu'on voyait déjà avant et qui s'accélère. On voit qu'en fait, la criminalité passe, ce qu'ils appelaient de l'offline à l'online. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gars qui allaient agresser des gens, voler les sacs à main des grands-mères dans la rue, ils prennent des formations et ils vont aller faire leurs activités criminelles en ligne. Alors, c'est super bien pour les gens qui se faisaient voler leurs sacs à main, parce que c'est quand même pas une belle expérience. Mais on les retrouve aujourd'hui sur Internet. Et on les retrouve avec quel profil? Ce ne sont pas des cybercriminels, ce ne sont pas des IT au départ, ce ne sont pas des gens qui vont faire de la cybercriminalité comme on en voit qui essaient de rentrer au FBI ou dans toutes les grosses entreprises. On fait face à des cybercriminels, alors oui, plus nombreux, mais qui vont rentrer dans des organisations ou qui vont attaquer des individus, le public, avec du phishing, etc., mais aussi des entreprises qui sont peu, pas ou mal préparées. Alors, est-ce qu'on doit commencer à paniquer? Est-ce que je ferme mon site internet? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas que pour l'instant, on voit une explosion non plus. On voit qu'il se prépare, mais on ne voit pas une explosion. Mais on doit se préparer et prendre un minimum d'action, excusez-moi, pour éviter de tomber dans leur piège. Et j'ai envie de dire, il y a des choses extrêmement faciles à mettre en place. Et puis, ce qu'on se disait aussi, c'est que ces criminels-là, ils ne font plus que ça de la journée, ils sont cachés chez eux, ils ont, on va dire, un plus gros confort d'opération que par le passé, le vol à la tire, comme tu le suggérais. Absolument. Et ça, donc, effectivement, c'est la réalité. Je te disais, c'est sur des professionnels du crime sur Internet, malheureusement, qui se retrouvent dans un centre commercial virtuel où ils vont essayer de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire voler des données et de l'argent. Alors oui, quand on dit ça, ils vont dire, bon, ok, déjà, webshop, si je relance le test maintenant, ça va être non pour tout le monde.
Non, parce qu'il y a des solutions. Il y a plusieurs types de solutions. On va en parler. Mais maintenant, je vais quand même, avant de vous les présenter, on va vous demander On un va petit peu poser la vous, question, effectivement. voilà, Je vais même si vous n'avez pas tout à l'activer. fait, l'explication sur ce que vous prendriez, enfin, pour que c'est assez clair. Pour ceux qui disaient oui, peut-être, est-ce que vous choisiriez alors une solution d'aller sur un grand nom, Amazon, Bol.com, ou si vous êtes vous avez des chambres d'hôtes, ce sera Booking, etc. On Est-ce a que vous Karine qui a un iriez, gîte à la ferme, justement, ah ben voilà, d'ailleurs. est-ce que vous iriez plutôt sur une solution mutualisée? On en a vu, on va en parler, on les a vus vraiment se développer et il y a des bonnes choses qui sont là. Ou est-ce que vous feriez tout vous-même? Parce que finalement, voilà, self-made man of woman, bah, moi, je fais tout moi-même aujourd'hui. J'ai monté mon site web, je vais monter mon webshop. Ça n'est pas une mauvaise solution, il faut connaître les risques. On affiche les résultats. Vas-y, s'il te C'est plaît. parti. Eh bien, tu vas voir que c'est surtout tout faire soi-même, la tendance qui se dégage de ce sondage. 27% pour prendre un leader de l'e-commerce, que ce soit Amazon, Ouais, Bol ouais, ouais. ou même Booking, hein, dans le cadre, comme tu l'as dit. Et enfin, une solution clé en main externe. Ah ben voilà, on a les pourcentages qui descendent, mais Ça s'aligne. on voit que la solution, en tout cas l'option qui est le plus retenue, c'est tout Ah ben faire voilà, soi-même. Tu nous expliqueras, on va aborder tout effectivement, cela point par point. on a bel escalier là. Qu'est-ce que... ouais, exactement. Avec une marge du bas quand même assez grande et une autre plus raide, mais bref, enfin. Tu vas nous expliquer point par point Oui, ce oui, que oui, tu... Enfin, les forces, les faiblesses peut-être de chacun. exact, Et puis après, en fin de webinaire, ce que toi, tu conseillerais. exactement. Merci pour vos réponses honnêtes et je trouve ça très, très chouette. Je peux déjà vous le dire, on va vous reposer la question à la fin, voir s'il y a des choses qui ont changé. Donc voilà, spoiler alert, ça va revenir. Alors oui, aujourd'hui, donc on l'a vu, il y a plus que ça, mais j'ai un peu catégorisé parce que c'était beaucoup plus facile à expliquer. On va avoir trois grands types, enfin trois grandes possibilités. On l'a vu, tout faire soi-même, on en parlera à la fin. Utiliser des solutions mutualisées, des solutions qui sont en fait clés en main. Et c'est ce qu'on a vu se développer avec le Covid et le confinement, parce que ces solutions, bah, elles étaient nécessaires. Et donc, il y en a qui ont saisi l'occasion et ils ont venu pour parfois avec des très, très bonnes solutions. Je ne vais pas les nommer parce que je ne les connais pas toutes et donc je préfère pas en mettre en avant. Quand on parle des grands noms, j'ai pas de scrupule à les nommer parce que tout le monde les connaît déjà. Donc, c'est pas que je fasse de la pub pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est la première solution. La première solution aujourd'hui, c'est d'aller voir un géant de la vente en ligne. Alors, c'est très intéressant parce que quand j'en discute justement avec des entrepreneurs, avec des indépendants, c'est ce qu'ils aiment le moins. Ah bon. Bah oui, parce que quand on fait Là, ça, parce que on le voit via le sondage voilà, aussi, c'est voilà, de non, tout mais faire soi-même. c'est très représentatif. Évidemment, d'abord, allez, pour les acheteurs, c'est cool. C'est-à-dire que je connais peu de gens qui disent ah non, moi je vais jamais sur tel site ou tel site parce que justement, c'est très bien fait. Tout va aider à aller faire un achat rapide et peut-être même un achat émotionnel. Tout c'est super bien fichu. Mais pour un professionnel qui met ses produits en ligne là, bah, il perd beaucoup de choses. Et c'est vrai. Je veux dire qu'il perd, il ne reçoit les données que ce que Amazon et Booking lui donnent, bah, il perd aussi une partie du prix. En plus, on voit se développer des techniques. Alors, je sais que ce n'est pas le but de ce webinaire, mais c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi Ouais. les gens n'en veulent pas ou elles l'aiment moins. On voit se développer des techniques où aujourd'hui, bah, par exemple, et on le voit sur Amazon, parce que c'est en ce moment un sujet qui est assez débattu sur Internet, où, bah oui, je mets mes produits sur Amazon, je ne paye pas, mais en revanche, ils vont prendre une partie de mes Commission. revenus. En revanche, et on l'a vu, et moi je trouve ça assez agaçant personnellement, quand vous allez sur le site d'Amazon, que ce soit le site internet ou l'application, les premiers produits qui sont montrés sont des produits sponsorisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendeur, s'il veut être bien classé aujourd'hui, il doit payer de la publicité en plus. Évidemment, ça va. Pour Amazon, c'est fantastique. Ils font des milliards avec ça. Donc, c'est pas génial. Avant, au début, sur Amazon, et en tout cas, je ne pas celui-là parce que c'est celui sur lequel j'étais le plus longtemps, donc j'ai une expérience assez longue avec eux. Bah, c'était surtout les reviews des utilisateurs et c'était assez honnête. Et tu pouvais, voilà, un tel a aimé ça, un tel n'a pas aimé ça, et puis tu pouvais faire ton avis. Aujourd'hui, c'est très sponsorisé. Donc, oui, effectivement, d'un point de vue commerçant, pur commerce,
je comprends que ce ne soit pas la solution la plus, la solution préférée. Et puis aussi, les commerçants, on se dit, on perd un peu cet attrait local. On a dit aussi pendant le confinement, ah, c'est bien parce que les gens se rendent à nouveau dans les commerces locaux. Donc, il y a peut-être aussi cette crainte de se dire, bah, je passe finalement sous pavillon d'un géant, j'ai plus vraiment mon Exactement. identité, comme tu Exactement. l'as Même dit. si on l'a vu hein, quand ils ont lancé leur site en Belgique, il y avait une belle page en disant voilà, produits locaux, produits belges, fantastique. Maintenant, bon, voilà, ça c'est un truc, je suis sûr que vous avez même d'autres arguments pour ou contre. Moi, je voudrais maintenant qu'on parle de la sécurité informatique. Ces géants ont un énorme avantage et uniquement sur celui-là, enfin, celui-là dont je veux parler, la sécurité informatique, ils prennent tout en charge. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous pourriez ne pas avoir de site internet, vous pouvez être sur leur site. Vous pouvez même être sur plusieurs, parce que ce n'est pas interdit d'être justement sur tous ceux que j'ai cités en même temps et de vendre vos produits sur différentes plateformes. Il y a une forme de confort au niveau, voilà, je ne dois pas m'embêter avec toute l'informatique, mais il y a surtout une assurance au niveau de la sécurité informatique. On va parler après, et on reviendra sur les géants peut-être juste quelques secondes, mais on va parler après de ce que ça demande en connaissance et en gestion des données et des risques quand on fait tout soi-même. Parce que j'ai vu que beaucoup pensaient faire tout eux-mêmes, et ce n'est pas une mauvaise solution, mais c'est une solution compliquée au niveau sécurité informatique. Là, c'est simple. Et donc, si on craint pour les données de ses clients, si on craint sur les données de paiement de ses clients, bah ça, en gros, c'est super confortable. Sur ce plan-là, c'est très, très, très recommandé. Et je dis sur ce plan-là. C'est vraiment là-dessus dont je parle. Toutefois, il faut aussi bien les utiliser. Parce que c'est intéressant. On dit, hein, on le voit, et on le voit aujourd'hui, même dans les banques. On dit, ah oui, mais il s'est fait voler de l'argent. Oui, c'est sécurisé. Amazon vous donne une plateforme sécurisée avec un mot de passe, et vous aurez votre page, vous pouvez mettre vos produits en ligne, discuter avec vos clients. Mais là encore, on y rentre avec un mot de passe, alors peut-être une identification à 2 facteurs, mais si c'est mal utilisé, ben vous prenez à nouveau un risque. Et je ne dis pas ça dans la théorie de la sécurité informatique, j'en parle parce qu'il y a peu de temps, à la fin d'une de mes conférences, quelqu'un vient me voir et me dit: «Ah ouais, tiens, j'ai une expérience, moi, j'achète sur Amazon», donc c'est pas un vendeur, et puis j'achète un truc, alors je ne sais plus ce que c'était, puis c'est pas important, et puis il reçoit un email le lendemain du vendeur sur Amazon, hein, avec, les logos, tout, Amazon, machin, vendeur. Il dit: «Tiens, désolé, cher client, on a eu un souci avec, votre paiement, il n'est pas passé, donc on va vous envoyer le produit, il y a aucun problème, hein, il est toujours disponible, mais en revanche, on a besoin que vous fassiez le paiement, donc voici un numéro de compte, merci de faire un transfert». Et il a payé, alors à nouveau, hein, parce qu'en fait le paiement était passé, il n'a pas vérifié, il a payé à nouveau. Qu'est-ce qui s'était passé? Et ce que je ne sais pas si d'autres clients, il y a de très grandes chances que d'autres clients aient reçu ce même message. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, le vendeur avait mal sécurisé l'accès à son compte sur Amazon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, parce que j'étais en contact avec un acheteur, pas avec le vendeur. Et donc de là, un fraudeur ou un cybercriminel a pris possession de sa plateforme de vente sur le site, et puis, bah, il est allé envoyer à tous les clients récents un message, et puis il a donné son numéro de compte, et bah, il a récupéré une certaine somme d'argent. Donc là encore, je le disais, c'est une solution qui est très sécurisée parce qu'ils prennent tout Mais en pas compte, infaillible. mais ça dépend comment on l'utilise. C'est la même chose, je reviens sur la banque, elle vous donne accès à vos comptes en ligne qui sont ultra sécurisés avec un lecteur de carte, une carte, mais si vous partagez les codes, c'est la même chose. Donc, il faut savoir qu'ils vont aussi attaquer l'humain. En cybersécurité, je ne sais pas si vous avez suivi d'autres conférences, il y a 2 grands moyens de rentrer, d'attaquer. On attaque la machine ou on attaque l'humain. Et clairement, les machines étant de mieux en mieux sécurisées, bah, on va faire du phishing et attaquer l'humain. C'est important. Et quand je vais juste faire un petit aparté, parce que je pense que c'est important de rappeler des bases au niveau sécurité d'accès à des comptes. Et ce que je vais dire maintenant n'est pas valable spécialement pour Amazon, c'est valable pour tout. C'est valable pour votre compte email, c'est valable pour vos médias sociaux. Il y a 2 choses à faire partout, partout. C'est un mot de passe fort et unique. Alors fort, c'est quoi? Bah, fort, c'est plus de 14, 18, 20 caractères. Waouh, mais c'est énorme, vous allez me dire, monsieur Adrien. Eh bien, vous auriez raison, c'est beaucoup. Mais en fait, un mot de passe, une phrase de passe qui dirait, par exemple, voilà, la sécurité dans les commerces, ne prenez pas celui-là, mais c'est long, c'est suffisamment complexe. Et les experts me diront, oui, mais si j'utilise un dictionnaire pour... Oui, ok, mais il vaut mieux ça
c'est long et c'est compliqué. Avec les espaces, parce qu'en plus, je tape avec mes espaces et mes apostrophes, etc., c'est des caractères spéciaux. C'est quand même mieux que Christian 12 ou Azerty ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, n'hésitez pas à aller revoir aussi les webinaires qu'on avait fait avec Serge, qui est justement présent dans la salle. Pour justement, on avait vu aussi combien de temps il fallait pour craquer un mot de passe suivant sa complexité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube du SNI où vous retrouverez tous les replays des anciens webinaires. Donc, c'est une petite mine d'or. Et il y en a eu quelques-uns en cybersécurité, notamment pour tout ce qui est mot de passe. Et d'ailleurs, Serge, si tu as d'autres conseils, je vais parler de l'authentification de facteurs, mais n'hésite pas à mettre ça dans le chat. Et donc, la deuxième chose, une fois que vous avez la première clé qui est quand même pas mal sécurisée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un second facteur. Ça peut être un SMS qui rentre sur votre téléphone, ça peut être une application comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, qui sont des applications gratuites, hein, faut dire, elles sont tout à fait sécurisées, qui va permettre justement, grâce à votre smartphone, de débloquer la deuxième serrure. Donc, si on vous vole votre mot de passe, on ne sait pas rentrer. Il y a un autre truc super important, et c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, je ne vais pas faire de la pub pour la marque de mon téléphone, ce n'est pas ça le but. Nous avons tous aujourd'hui, et beaucoup ne le savent pas, mais nous avons tous aujourd'hui sur notre smartphone une application qui va gérer nos mots de passe, que ce soit Apple avec le trousseau, ou que ce soit le trousseau d'accès, ou que ce soit Android avec l'utilisant Chrome. Nos appareils. Alors, il y a d'autres trucs, hein, je ne recommande pas un plus que l'autre, mais je veux dire que celui-là, on l'a déjà. Ce n'est même pas nécessaire d'en acheter. Si vous en avez une, utilisez-la. Mais celle-là, vous l'avez. Elle va permettre de proposer un mot de passe quand vous vous loguez. Ah, c'est cool, parce qu'il sera différent des autres. Ça, c'est génial. Il va le retenir pour vous. Même pas à le retenir, parce que c'est les mots de passe compliqués, etc. En plus, ils sont différents, c'est compliqué à retenir, mais il va vous le proposer quand il va reconnaître le site. Je veux dire que ça a tous les avantages. Et depuis récemment, pour Apple, c'est depuis septembre, et pour l'année dernière, et Android, c'est un peu plus long, mais récemment, ils vont même aller vérifier sur Internet pour voir si votre mot de passe a été rendu public et donc perdu par une plateforme, et ils vont vous le dire, attention, votre mot de passe pour ce site a l'air d'être compromis, changez-le. Enfin, je veux dire que c'est d'un confort et d'une sécurité, c'est fantastique. Donc, bon, j'ai fait un aparté, mais je trouve que c'est intéressant de rappeler ça parce qu'on me pose souvent la question, ça veut dire que c'est la base, finalement. Qui manquent cette information. Et donc, clairement, si vous allez sur ces plateformes-là, sécurisez votre compte avec votre téléphone. Ne notez pas votre mot de passe, il va le retenir et il va vous le reproposer. Ça, c'était la première chose. Donc, en gros, oui, beaucoup de défauts au niveau financier donné, mais un énorme avantage au niveau sécurité informatique. Et on va voir un peu pourquoi je dis ça. Parce que si on prend après le deuxième, qui sont ce que j'appelle les solutions clés en main, qui sont en fait des solutions mutualisées, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui va proposer une application où vous allez juste mettre votre logo, vos produits, et cette même application sera proposée à tous les différents commerçants qui l'utilisent. Ça peut être des solutions qui sont implémentées, donc vous la prenez, vous la mettez sur votre site. Parfois, c'est même eux qui vont hoster, ça dépend les solutions, mais qui vont eux-mêmes héberger en fait vos pages de webshop. Et donc, votre site va l'envoyer là, et puis il n'y a pas de souci, parce que c'est assez transparent. Ça reste une bonne solution aussi pour moi au niveau sécurité informatique. Alors, oui, vous avez plus de contrôle, et ça, c'est chouette. Maintenant, il y a un truc auquel il faut faire attention. Un IT n'est pas un expert en cybersécurité. C'est-à-dire que si je devais faire une comparaison, je dirais que la différence entre un IT et attention, même le meilleur du monde, et ils sont très bien, ce n'est pas une critique sur le fait d'être un IT, mais la différence entre un IT et un expert en cybersécurité, c'est un petit peu comme la différence entre un médecin généraliste et un neurochirurgien. Et il n'y a personne qui va aller voir son généraliste en disant « j'ai appris que j'avais une tumeur ici, tu ne veux pas un peu m'enlever ça ?» Non, on va voir un spécialiste. Il y a une raison pour ça. C'est une spécialité. En général, l'expert en cybersécurité a fait de l'IT, mais il a une spécialisation en plus parce que ce sont des domaines qui sont ultra spécialisés. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je dis ça en fait? C'est parce que ces solutions mutualisées dont je parle là maintenant, la plupart du temps, elles n'ont pas été créées par des experts en cybersécurité. Elles ont été créées par des gars qui sont des super IT, qui ont certainement créé une très belle interface qui fonctionne parfaitement et qui va offrir une expérience à vos clients qui est vraiment chouette. D'ailleurs, vous pourrez le tester. Et donc, tout ça, c'est super. Est-ce que la sécurité informatique est mauvaise là-dessus? Pas obligatoirement, mais si j'en parle, c'est parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Il est de votre responsabilité en tant que commerçant par rapport à vos clients et aussi pour vous protéger,
de dire, voilà, pour mon webshop, je voudrais avoir tel type de visuel, je voudrais avoir tel type de possibilités, peut-être récupérer tel type de données ou pouvoir faire tel type de suivi, etc. Et je veux aussi, au niveau cybersécurité, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, mais je veux quoi? La première chose que je dirais d'abord, c'est d'aller leur parler. Dire, voilà, moi, je m'inquiète pour la sécurité des données de mes clients. Comment avez-vous pris ça en compte? Et vous allez vite voir. D'abord, si c'est très compliqué, j'ai envie de dire, s'ils ne sont pas capables de vous expliquer simplement ce qu'ils ont fait, réfléchissez ou posez d'autres questions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire qu'en général, quand on sait de quoi on parle, on sait l'expliquer simplement. C'est un truc que je donne, ça ne marche pas pour tout le monde, mais déjà, s'il vous rassure avec quelque chose de... Et aussi, demander, aller plus loin, parce qu'on va le voir tout à l'heure. S'il y a un incident, comment vous faites? Comment êtes-vous préparé si demain, il y a une perte de données? Comment vous faites vos mises à jour? On le sait, enfin, je veux dire que mon smartphone, le vôtre aussi, reçoit des mises à jour de sécurité très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on teste, on découvre ce qu'on appelle des vulnérabilités, des faiblesses dans le code qui peuvent être utilisées. On les corrige et on met à jour. Ça, c'est de l'informatique aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'on va faire un programme, il est sécurisé du premier jour jusqu'à la fin de sa vie. Non, Parce qu'il aujourd'hui, va se ça faire n'est pas attaquer de possible. toute façon tout le temps. Exactement. Et donc, on le teste, on fait mais là aussi, comment faites-vous vos mises à jour et comment testez-vous votre application? Ça a de l'importance pour deux choses. D'abord, vous savez ce qu'ils ont fait. Deux, ça leur montre aussi que pour vous, c'est important. Et c'est pour ça que quand je dis attention à la cybersécurité, faites attention si vous prenez le moins cher, parce que oui, ces applications ont un coût. Quand on fait du moins cher, en général, on a coupé sur quelque chose et d'expérience, on coupe Très souvent très la vite sur la cybersécurité. sécurité informatique parce que ça ne se voit pas. Parce que ça ne se vend pas toujours très bien non plus. Je vais être très honnête, il y a peu de gens qui posent des questions. Ah non, non, moi je veux l'application la plus sécurisée. Enfin, je veux dire que, avant même, d'ailleurs, posez-vous la question à vous-même, avant même que j'en parle maintenant, est-ce que ça aurait été un des critères pour vous? On Il y a veut un peu de truc chances. qui est user-friendly, qui est Voilà, beau, qui est... enfin, exact, voilà. exact, qui marche bien, qui va vite, efficace, surtout qui va nous faire vendre, parce que le but, c'est de vendre. Et vous avez raison. Donc, si vous choisissez ce genre de solutions, évidemment, il faut les analyser. Et je veux dire que prenez le temps, parce que là, je vais aller plus loin qu'au niveau cybersécurité, mais prenez le temps. Vous êtes en train d'offrir vos clients et vos produits à des inconnus. C'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez un local, vous recevez vos clients ou vous allez chez eux suivant ce que vous faites, mais vous avez un contact personnel. Quand vous allez demain aller sur Internet, vos clients vont aller sur une plateforme qui n'est pas vous, uniquement, qui n'est pas votre magasin. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre magasin qui va vous représenter et qui va recevoir vos clients et qui va leur vendre quelque chose. Ça vaut quand même le coup de réfléchir 2 secondes, pas par rapport à est-ce que je le fais ou pas. Enfin, d'abord, oui, mais de voir un peu avec qui je travaille, d'aller rencontrer ces gens, de dire voilà, ça m'intéresse, votre application m'a été recommandée, mais j'aimerais un peu vous connaître parce que vous allez recevoir mes clients. Et donc, j'ai des questions. Moi, j'offre une certaine qualité. Comment pouvez-vous me la garantir? C'est sain comme réflexion avant de se lancer sur Internet avec ce genre de solution. Je vais pas. Arrête-moi quand je vais trop, parce que moi, Non, ça va. j'adore mon On domaine. a du timing. Hein. Très. Mais je reviens encore là-dessus, quelle que soit la solution, encore plus sur la troisième dans laquelle dont nous allons parler dans quelques minutes, quelle que soit la solution que vous allez choisir, vous devez faire attention à la manière dont vous utilisez sa sécurité. Je reviens exactement sur Amazon, sur le phishing, enfin sur vos comptes en banque en ligne, ou votre email, votre Gmail ou votre Hotmail, etc. Toutes ces applications sont sécurisées, parfois ultra sécurisées, mais si vous laissez la porte ouverte, quelqu'un va rentrer. Et donc, voilà, c'est important de faire ça. Si vous choisissez cette solution et que, d'abord, je reviens, je n'ai pas repris ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les mots de passe, les moyens d'accès, c'est la même chose. Hein. Vous choisissez un mot de passe fort, long et si possible, d'ailleurs, ça c'est un truc à demander, un accès à 2 niveaux, hein, donc à 2 facteurs, pour autant qu'ils soient implémentés d'ailleurs, hein, parce que certains ne le font pas. Ça donne aussi une idée d'ailleurs sur la manière dont ils gèrent la sécurité informatique, mais il y a autre chose. On voit, et je l'ai mis ici, j'aurais pu le mettre dans le premier, mais on voit aussi des organisations professionnelles où on n'est pas tout seul. Hein, parce que j'ai des collaborateurs, j'ai grandi et j'ai des gens qui travaillent avec moi. Oui, mais le mot de passe, il est sur mon téléphone portable. Et la deuxième authentification, elle vient aussi sur mon téléphone portable. Je ne vais pas donner mon téléphone portable à mon assistante, à mon vendeur ou ma vendeuse, etc. etc.
Donc, il est bien, de les former à ce qu'on appelle la sécurité en ligne. Alors, c'est pas compliqué, hein, si vous voulez savoir un peu les bases de la sécurité en ligne, vous allez sur le site de votre banque, n'importe laquelle, ils ont tous traité le sujet, ou vous allez sur le site du gouvernement, je ne l'ai pas mis là, mais il est facile à retenir puisque c'est www.safeonweb.be. Si quelqu'un veut le taper dans le chat, c'est très bien. Serge, tiens, d'ailleurs, comme ça, tu pourras m'assister. Je suis pas venu pour ça, désolé, vieux. Mais safeonweb.be, ils ont même une application pour smartphone que je recommande. Là, vous avez plein d'informations sur comment on se sécurise. C'est fait par le gouvernement, c'est fait pour toute la population, c'est même bien fait. Et Véronique a mis le lien dans Merci, le chat. Véronique. Merci Véronique, elle était plus Utilisez prompte que ça, Serge. il y a plein d'informations. Proposez ça à vos collaborateurs. Et puis, oui aussi, hein, parce que c'est bien de sécuriser son mot de passe, mais si le PC, si la machine qui sert à se connecter est infectée par un virus ou par un malware, il pourrait effectivement aussi passer à travers ou récupérer vos mots de passe ou rentrer à votre place sur l'application. Ça commence à devenir sérieux, hein, puisqu'on a dit, bon, oui, je dois sécuriser mon mot de passe, je dois avoir une identification à 2 facteurs. Et là, je ne parle même pas d'une solution plus qu'une autre. Ça, c'est les trucs de base. Je dois aussi protéger la machine sur laquelle je vais aller me rendre sur mon webshop. Oui, parce que si quelqu'un d'autre a accès et regarde ce qui se passe dans mon dos, qu'est-ce qui reste? Il reste la troisième solution. Et dans la troisième solution, celle qui était plébiscitée celle que par vous notre préférez, public. celle que vous préférez, on va voir si vous allez la préférer encore. Et est-ce que c'est ta préférée à toi? Ah ça, je pense qu'ils ont déjà commencé à comprendre, mais j'en reparlerai tout à l'heure avec mes recommandations à la fin. Je vais laisser un peu de suspense pour autant qu'il y en ait encore. Tout faire soi-même, c'est courageux. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans le monde de la sécurité informatique, tout faire soi-même, c'est courageux. C'est pas interdit, c'est pas impossible, soyons clairs. Mais ça demande quand même C'est du boulot. de bien prendre en compte beaucoup de choses. Parce que bon, déjà, c'est pas facile. Moi, je me souviens que je faisais des sites internet quand j'étais jeune, déjà pour qu'ils ressemblent à quelque chose, que ce soit joli, etc. C'était déjà pas facile. Et à l'époque, on parlait même pas de sécurité informatique. Je sais, j'ai l'air moins vieux que la réalité. Mais le site internet doit devenir une forteresse. Et quand je dis une forteresse, ça doit vraiment devenir une forteresse. C'est-à-dire que tout doit être sécurisé parce qu'un site internet aujourd'hui, et je ne vais pas vous parler de cross-site Christine, je ne vais pas vous parler de tous ces termes compliqués. Aujourd'hui, un site qui ne serait pas, et je parle même de base, hein, et on en voit encore beaucoup qui ne seraient pas bien sécurisés, permettra de changer la page sur le site sans que vous vous en rendiez compte. Donc, vos clients vont voir autre chose que ce que vous vouliez. Facile. Va permettre d'attaquer l'ordinateur de votre client. Et je suis désolé, oui, on peut envoyer un virus à partir d'un site internet vérolé quand quelqu'un d'autre en a pris. Enfin, si c'est le site d'un fraudeur ou d'un cybercriminel et qu'il a pris le contrôle du site internet sur lequel la personne se rend. Mais on peut aussi récupérer des données du style des données de paiement au moment où le paiement est effectué. Ça, c'est des choses qui se font malheureusement assez facilement quand on parle de cybercriminels qui sont des professionnels. Ça a l'air totalement irréel pour nous. On se dit, mais mon Dieu, mais non, enfin, si, je suis désolé, si. Ça, c'est aujourd'hui, quand je parlais de site internet qui va devenir une forteresse, c'est pas une blague. Et c'est pas juste faire une forteresse. Bon, j'ai l'intel HTTPS parce que là encore, ça vaut le coup d'un tout petit encadré. Petite légende urbaine. Voilà. Et dont d'ailleurs, je prends une part de responsabilité dans l'erreur parce que j'ai participé à ce message qui était finalement pas bien compris, donc on peut dire que le message n'était pas bon, hein, soyons clairs. Parce qu'aujourd'hui, les gens me disent « Ah, mais le site est en HTTPS, on ne risque rien. Je ne risque rien, c'est sécurisé. » Non, on a commis une erreur, on a fait croire que l'HTTPS voulait dire sécurisé. Non, le S veut dire encrypté. Désolé, ça ne colle pas. Ça devrait être un E, mais c'est comme ça. Ça veut dire que le site est encrypté. En gros, très simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données qui passent du site internet vers votre ordinateur ou celui de votre client ou son smartphone sont encryptées. Donc, ça veut dire que si quelqu'un se mettait au milieu et regardait un peu les flux de données qui passent, alors ils ne font pas ça comme ça, hein, ils ont des programmes, il ne sait pas lire. Il ne sait rien lire. C'est du chinois. Et aujourd'hui,
tous les sites sérieux sont encryptés. Certainement, vos emails, votre banque, Amazon, enfin, vous allez voir, et surtout les paiements. Ça devient même de plus en plus rare de ne pas avoir un site Oui, et d'ailleurs, encrypté, parce il y a que même généralement, des… si on enfin, même Ouais. si on utilise un navigateur comme Chrome ou Mhm. Mozilla, où il nous dit ah bah, attention, celui-là, il n'est pas encrypté, est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller dessus? Exactement, c'est ce que j'allais dire, donc merci. Oui, aujourd'hui, même les navigateurs Internet vous préviennent, attention, faites gaffe parce que ce n'est pas encrypté. On peut aujourd'hui télécharger un virus sur un site HTTPS, vous allez le recevoir, il sera encrypté, il va se décrypter sur votre machine et puis il va vous infecter. Ça ne veut pas parler de sécurité, ça veut juste parler d'encryption. C'est très important quand même, parce que quand on parle aujourd'hui de GDPR, de protection des données, oui, il est assez facile de se mettre au milieu. On appelle ça d'ailleurs une attaque man in the middle, hein, ça porte bien son nom, où on va aller regarder ce qui se passe. Je parle là, par exemple, de Wi-Fi public, de sites de Wi-Fi ouverts dans un restaurant où le mot de passe se trouve pour tout le monde. Moi, je donne des formations où on crée des réseaux Wi-Fi parallèles et on montre aux gens ce qu'on peut voir. C'est une réalité, ça n'arrive pas tous les jours. Il faut faire attention à ça aussi, hein, parce qu'on parle, oui, les experts en sécurité vous parlent de tout ce qui se passe. Et puis après, oui, mais si vous demandez, oui, mais quel est le taux de… C'est bas, c'est clair, mais ça existe. Donc, il faut y faire attention. En tant que client, certainement, mais en tant que professionnel, c'est sûr et certain, parce que vous êtes responsable des données que vous allez récolter sur vos clients. Ça, là-dessus, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses que je dirais, bon, une fois que vous avez créé votre site, qui doit être une forteresse, et honnêtement, hein, quand vous dites tout faire moi-même, ça reste une bonne solution. Ça ne veut pas dire que tout faire vous-même, vous devez faire tout seul. Vous pouvez très bien demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, engager un expert pendant quelques jours qui va vous former, vous aider. Ça marche. Malheureusement, ça n'est pas qu'à la création du site. C'est-à-dire que quand je le dis, ce que j'écris dans la dernière ligne, testez-le régulièrement. Tu m'en parlais tout à l'heure aussi, dis, voilà, nos smartphones sont testés en permanence, tous les sites Internet sont testés en permanence, votre Gmail, je crois que c'est Google me disait, un ingénieur de Google me disait il y a quelques années déjà, que un ingénieur en sécurité me disait qu'il déploie ce qu'on appelle un patch de sécurité, donc une correction sur une erreur dans le code au niveau de la sécurité, toutes les 11 secondes chez Google, quelque part dans le monde. Ça peut être un petit, un gros, hein, mais ils ont tellement de serveurs. Toutes les 11 secondes, on déploie quelque chose quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous différents, parce que parfois, ils ont des répétitions et mais quand même, ça veut dire que la sécurité informatique, c'est important et qu'ils testent en permanence et qu'ils protègent en permanence. Et donc, si vous mettez tout en ligne vous-même avec votre site, vous devez aussi tester en utilisant des outils qui sont exactement les mêmes que ceux qu'utilisent les cybercriminels. Et généralement, si on a son commerce, si on est indépendant, enfin, on n'a pas le temps ni les capacités de faire ça. Non. Alors maintenant, bon, là encore, moi, je vous montre les risques que je me dois de faire, parce que je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien, parce que, non, en fait, tout va bien. Très honnêtement, ça, c'est dans le cas où ça ne va pas bien. Dans la grande majorité des cas, tout va bien. Là aussi, si vous êtes, j'ai vu vos professions, vous n'êtes pas des gens qui êtes hautement ciblés, on va dire ça. Hein. C'est une chance pour vous. En fait, plus vous allez devenir populaire et plus vous allez devenir intéressant pour des cybercriminels. Aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais personne ne s'intéresse à moi. Effectivement, en réalité, le risque de vous faire avoir, il est bas. Il n'est pas inexistant, mais il est bas. Plus bas que pour Google, Microsoft, la NSA, une banque ou une autre, ou ce genre de Parce choses. qu'il y a toujours un peu le ratio aussi de c'est peut-être moins intéressant, on ira récolter moins, en tant que hacker, on y récoltera moins d'argent, mais si on attaque plus de petites entités, Alors, c'est ça. on fait la balance. En base, exactement. En fait, il faut savoir que les cybercriminels, ce sont des businessmen. Dans le crime, mais ça reste des businessmen. C'est-à-dire que leur but, c'est de faire de l'argent. Et donc, quand ils vont investir 1 heure ou 1 euro quelque part, ils veulent récupérer 10 euros ou 100 euros de l'autre côté. Comme vous dans votre business, vous allez passer du temps, votre but, c'est de produire de la valeur. Ils font la même chose, ils le font de manière tout à fait illégale, interdite, et on peut utiliser tous les mots qui vous intéressent là-dedans. Ça reste leur but. Donc, en gros, attaquer une énorme entreprise qui va leur prendre un temps de dingue pour ne pas rentrer, ce n'est pas intéressant. Attaquer une toute petite structure où il n'y a rien à voler, ce n'est pas super intéressant non plus. Donc,
ça reste aussi une réalité. Et je ne vais pas vous montrer que uniquement tout ce qui ne va pas et tous les problèmes et tous les. Ce Non. sera ton mot de la fin, hein, d'ailleurs. On va Oui, pas voilà. en spoil. On va revenir, c'est pas grave, oui. Mais donc oui et non. Donc ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire, vous ne serez pas attaqué, prenez pas. Non, non, non. Prenez ça très au sérieux, mais effectivement, je ne vais pas vous dire que vous serez attaqué demain. Il faut aussi être réaliste avec ce qui se passe. Maintenant, je l'ai dit au début, les nouveaux cybercriminels se multiplient. Hein, on est dans la multiplication des petits pains pour le coup. Le nombre d'attaques risque aussi d'augmenter. Donc voilà, je voudrais faire un peu la balance entre les risques existent, mais il faut aussi être réaliste, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. Donc, vous devez y penser. Ça, c'est une chose certaine. Pour finir sur ce sujet-là, je dirais juste que la protection des données est quelque chose de très important pour vous en tant que commerçant. Pourquoi je dis pour vous en tant que commerçant, quand on parle au public, alors moi quand je parle à mes enfants, c'est encore pire, la protection des données, c'est le Far West. Mais non, pas de problème, papa, enfin, mais non, tu te prends la tête pour rien, oui, peut-être. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui téléchargent des applications gratuites sur leur smartphone parce qu'elles sont gratuites, mais qui portent ça, ils doivent partager plein de trucs, mais en tant que professionnel, vous êtes soumis à la législation sur la protection des données. Et donc, pour limiter les risques, évidemment, il faudra prendre des actions pour sécuriser votre site, mais il y a des trucs de base du style ne stockez que ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de rien parce que vous n'en faites rien, j'ai envie de dire, ne stockez rien du tout. C'est le plus intelligent à faire. Ne stockez que ce que vous avez besoin et que le temps que vous avez nécessaire pour ça. Si vous devez envoyer quelque chose, vous avez besoin du nom, du prénom, de l'adresse. OK. Bon, après, peut-être que vous avez une petite database pour ces. Mais je veux dire qu'a priori, de toute façon, si les gens Ça doivent sert à rien de sur votre collecter site, des données pour les collecter. non, mais c'est ça. Si les gens, ça dépend ce que vous allez en faire, mais sachez que toutes les données que vous collectez sont à risque chez vous et que si vous les perdez, vous avez une responsabilité. Ne pas en avoir, c'est régler son problème. C'est que voilà, je fais mon colis, je mets l'adresse, je delete le fichier, j'ai plus la donnée. Il n'y a plus de problème. De toute façon, quand il va revenir, il va devoir remettre son adresse parce qu'on a justement décidé de ne pas travailler avec une base de données ou sinon, alors voilà. Mais ne gardez ça, que ces données-là est un truc important. Ne gardez aucune donnée de paiement, s'il vous plaît. Vraiment, ce n'est pas une blague. C'est les données les plus sensibles et les plus dangereuses parce que si vous avez ça et que ça c'est, alors là, ils vont venir chez vous parce que ça, c'est la voie royale, c'est lingot d'or, ça. Ne stockez aucune donnée de paiement. Et là encore, je vais revenir rapidement sur ma première solution, un Amazon, un Bol, etc. Bah oui, eux, voilà. on met nos cartes de crédit sur Exactement. Amazon. Amazon a ma carte de crédit. En fait, il y en a deux, je crois qu'il y en a ma carte de crédit, il y a Amazon et Apple. iCloud, et voilà, etc. Bon, mais je leur fais confiance. D'abord parce que je sais que la sécurité informatique, ils prennent ça très au sérieux. Et puis, je sais aussi que s'il se passe quelque chose, ils vont aussi prendre leurs responsabilités. Mais ils ont les reins forts pour ça. Ils ont la structure, ils ont les revenus pour ça. Si jamais il y a un vrai problème, ils vont faire ce qu'il faut pour que je sois remboursé. Et donc, je n'ai pas peur. Pour tout autre, d'ailleurs, je ne mettrai jamais ma carte de crédit sur n'importe quel autre site parce que je ne connais pas leur niveau de sécurité. Mais c'est aussi ma responsabilité de ne pas la mettre. Je pense que c'est la responsabilité aussi du vendeur de ne pas la demander, en tout cas de ne pas la garder. Mais on va parler. Et surtout que s'il y a un souci, on en parlait lors des webinaires précédents, mais petit rappel que s'il y a un souci, si on vient dérober, j'ai gardé des coordonnées bancaires de mes clients sur mon site et qu'on vient me les dérober, il y aura aussi, comme tu l'as dit, une grosse part de responsabilité. Et puis alors, pour la réputation. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, on va en parler un peu tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est là aussi où il faut savoir réagir. Mais oui, il y a une responsabilité, si ça arrive, vous allez avoir une responsabilité financière, juridique, parce que voilà, il peut y avoir des procès, et puis de toute façon, la réputation aussi. Donc, on va repasser à la question tout à l'heure sur parce que là, on commence à en parler, mais je pense que il est important de comprendre les risques pour choisir la bonne solution. Et là encore, maintenant, je viens de vous montrer un truc qui est, ok, c'est pas drôle, c'est pas une mauvaise solution, encore une fois. Maintenant, bon. On a parlé du coup des webshops. Voilà. On peut, qui dit webshop dit paiement en ligne. Je fais la transition. Tu as un chiffre d'ailleurs pour nous là-dessus. Oui, parce que ça aussi, ça a évolué. On l'a vu tout à l'heure, le nombre de webshops a fortement augmenté. Les transactions sur Internet, il y en a beaucoup. Mais comment les gens payent-ils ?
Eh bien, c'est récent, hein, ce sont des chiffres de l'année dernière. On aura les chiffres de cette année, de l'année prochaine, c'est comme ça que ça marche. On a presque 73% de gens qui aujourd'hui payent par carte de débit. Ce qui est très intéressant. Quand j'ai découvert ce chiffre, je me suis dit, tiens, alors là, étonnant, parce que, excusez-moi, vous le savez peut-être, mais les cartes de crédit aujourd'hui, pour toutes, à part les professionnels, faites attention à ça, mais les cartes de débit des particuliers, de crédit, pardon, des particuliers, ont une assurance contre les problèmes qui pourraient arriver quand on fait des achats en ligne. Alors, elles n'ont pas toutes les mêmes niveaux, ça dépend de ce qu'on prend comme type de carte, mais c'est inclus dans la carte de crédit. Ça n'est pas dans les cartes de débit. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que les gens paieraient par carte de débit? Puisque finalement, ils prennent un risque. Non, en fait. D'abord, parce qu'on n'a pas vu de problème. Donc, ça, c'est une première chose. Jusque-là, quand on regarde les chiffres, on ne peut pas dire que ça soit problématique. On a une assurance, mais finalement, on ne l'utilise quasiment pas. Parce que ce qui aujourd'hui est c'est pas nouveau, mais ce qu'on voit, c'est que la chose la plus importante pour un acheteur, pour le public, c'est que ça soit simple et rapide. C'est pour ça que j'ai laissé ma carte de crédit chez Amazon. Je peux acheter en un clic. Alors, c'est dangereux hein, au niveau de l'achat impulsif, mais c'est facile. Et ça, j'aime bien. Et on voit les chiffres, je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens aiment ça. Et d'ailleurs, c'est la première année, l'année dernière, que l'on a vu les paiements mobiles dépasser les paiements en ligne sur un PC où je rentre ma carte de crédit là d'ailleurs. Et d'ailleurs, ces deux premières lignes sont liées. Pourquoi est-ce que les paiements en ligne se font aujourd'hui plus sur smartphone et que ce sont les cartes de débit? C'est simplement parce que Bancontact a lancé maintenant, alors c'est un peu plus ancien, mais ça commence à prendre, l'application qui me permet, c'est super facile, je suis sur le site internet, je remplis mes données, etc. Je reçois un QR code, je le scanne avec mon smartphone. J'utilise, moi, personnellement, la reconnaissance faciale parce que je trouve que c'est plus rapide et plus sécurisé. Et c'est payé. C'est super simple. C'est payé et je ne laisse aucune trace puisque de toute façon, toute la transaction se fait chez Bancontact. Alors ça, c'est très pratique. On va voir un peu, nous, d'ailleurs, comment est-ce qu'on prépare ces paiements en ligne. Mais donc, en gros, le commerçant, il perd la responsabilité, et c'est positif, il perd la responsabilité du paiement, puisque c'est la société qui s'occupe du paiement, là, dans la grande majorité des cas, Bancontact, qui va s'occuper de ça, qui va dire, OK, voilà, il doit te payer combien sur quel compte? OK, très bien, je m'en occupe. Cher client, il faudrait payer là, OK. Et puis, il dit au client, c'est payé, pas de souci, et il vous dit à vous, le paiement est là, vous pouvez continuer la transaction, envoyer le colis, ou transférer le service, ou envoyer les codes. Enfin, je veux dire que c'est très facile. Pour vous, pour le client, et bien c'est sécurisé, parce que c'est une société qui travaille justement dans la sécurité des paiements. Et ce qu'on voit arriver maintenant aussi, c'est intéressant de le savoir parce que quand on va implémenter des solutions sur son webshop, il y en a beaucoup qui disaient tout à l'heure, ça m'intéresse, je pense que je vais le faire. Il y a d'autres choses. Je veux dire que It's.me, depuis cette année, permet de payer en ligne. C'est génial. Et Smith, c'est absolument génial, ce que j'aime, parce que, un peu comme Bancontact d'ailleurs, c'est ni l'un ni l'autre meilleur, mais je trouve les deux très bien, parce qu'ils ont un gros avantage avec ce que je faisais en ligne avec mon lecteur de carte, c'est que mon lecteur de carte, on me donne des codes, je rends les codes, mais je suis en train de donner quoi là? Je suis en train de payer quoi? Oui, il me dit que c'est ça sur l'écran, mais qu'est-ce que ma carte me dit? Alors qu'avec Bancontact, It's.me et ces services-là, on vous dit, vous êtes en train de payer 152 € pour ce beau cadre chez ce photographe. Est-ce que vous confirmez? Donc, je peux le lire, je dis, OK, c'est bien ça que j'achète, c'est bien dans ce magasin-là, c'est bien ce montant, je confirme. Ça a un gros avantage, ça rassure votre client. Et c'est aussi pour ça que les gens aiment passer par ces utilisations-là, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je paye, ce qui était plus compliqué à comprendre quand j'étais sur mon PC. Et puis, il y a d'autres solutions qu'on voit. On a vu ça se développer aussi beaucoup aux Pays-Bas. Les éco-chèques sont là, ils sont digitaux et on peut aussi proposer, pour ceux qui rentrent dans la législation sur les éco-chèques, on peut proposer ça à ses clients. Alors, ce n'est pas la sécurité informatique. En fait, si, parce que c'est la partie la plus sensible de la vente en ligne. C'est le moyen de paiement, c'est l'argent, puisque c'est ça que les cybercriminels cherchent. Aujourd'hui, c'est l'argent. Ils ne sont pas attaquer votre webshop pour essayer d'acheter vos produits. On n'a pas vu ça. En tout cas, j'en ai pas été informé. Donc, ce qui est aujourd'hui important, c'est quand on crée son site, c'est bien, on crée son webshop, on choisit sa solution. Si on le fait soi-même, c'est-à-dire qu'on va implémenter soit la solution mutualisée, qui en général va déjà elle-même chercher l'API de Bancontact ou d'Its.me, etc. Donc, en fait, c'est déjà dedans. Donc, en gros, ils ont fait le boulot pour vous. C'est bien, c'est pratique. Si vous le faites vous-même, dans la solution, vous le faites tout vous-même, la recommandation, c'est on l'a vu,
les paiements en ligne fonctionnent mieux et sur mobile aussi. Pourquoi? Parce que c'est simple. Choisissez une solution simple. Préférez de passer par les grands acteurs de paiement. Alors voilà, c'est un Bon Contact, c'est un It's Me. Il y a plein d'autres, hein. Je ne veux pas dire qu'il y en a des mieux que les autres. Tu En as une question général, de Karine qui ah, dit bah, OK, Bon Contact et It's Me, c'est valable pour les Belges, mais pour les étrangers, par exemple. Si on a un client qui achète à l'étranger, ça c'est suivant. il y a d'autres solutions. Alors effectivement, oui, moi je parle des solutions belges, c'est vrai, et c'est une très bonne remarque, merci. Un PayPal, il y a d'autres possibilités, ou alors implémenter la solution par carte de crédit, Mastercard, Visa, il y a des solutions toutes simples. Et là encore, on se connecte à l'API. En fait, on va sur le site de Mastercard ou de Visa, et puis c'est eux qui font la transaction, qui la valident, qui identifient la personne et qui la sécurisent et qui m'envoient un message en disant c'est payé, on vous garantit le paiement a été effectué, et qui dit au client la même chose. Et c'est C'est vrai bon. que parfois aussi, la réticence de certains commerçants, c'est qu'avec des cartes de crédit, par exemple, la commission que les acteurs prennent est beaucoup plus grande que via carte de débit. C'est parfois pour ça aussi qu'ils proposent moins la carte Alors, c'est une de bonne crédit. question, et je vais t'avouer, je n'ai pas la réponse à cette question, donc je ne vais pas rentrer dedans. Si quelqu'un l'a, mettez-la, sinon je pense qu'on trouvera ça sur Internet. Je ne sais pas. Je sais que PayPal, autant c'est très très bien, moi j'utilise PayPal, mais pour certains commerçants, il y a certains commerçants qui ont refusé de l'utiliser, et là, c'est plus une question de sécurité informatique, c'est une question de fraude de la part d'un potentiel acheteur qui Mhm. va payer en PayPal, et puis qui ensuite va dire à PayPal, non, mais en fait, il y a un problème, j'ai jamais été livré, etc. Donc lui, il est remboursé, oui, sauf que vous avez envoyé le truc. Et c'est pas toujours sympa d'aller devoir courir après, prouver que vous avez envoyé. Enfin, je veux dire, vous avez d'autres choses à faire. Et donc, je ne suis pas en train de dire que PayPal est une mauvaise solution. PayPal est une très bonne solution au niveau sécurité et paiement. C'est simplement, elle est détournée par des gens qui l'utilisent pour essayer de voler les commerçants. Et ça, c'est pas cool. Mais ça n'est pas un problème de sécurité de PayPal. Soyons très clairs, ça n'est pas mon message. Il y a une chose que je vous demanderai de ne jamais faire, et si vous le faites, de ne plus jamais faire. C'est vous qui décidez, mais je vous l'aurais quand même demandé. Ce sont les paiements par email, donc avec un lien vers un PC banking ou avec un numéro de compte. Pourquoi je dis ça? On parle en fait de confiance des consommateurs dans les moyens de paiement. On en a parlé tout à l'heure, le vendeur qui s'était fait hacker son compte sur Amazon, pirater son mot de passe en fait. Qu'est-ce qu'a fait le fraudeur? Il a utilisé cette technique. On doit essayer d'éviter d'utiliser les techniques que les fraudeurs utilisent. Pourquoi? Simplement parce que nos clients ne savent plus faire la différence. Si on continue à faire ce genre de choses, quand votre client va recevoir un message d'un fraudeur qui vous donne la même chose, il va tomber dans le panneau, et après il va venir vous voir en disant oui, mais bon, vous le faites, je pensais que c'était vous, moi j'ai pas fait la différence, remboursez-moi. Oui, mais non. C'est pas nous, on n'avait rien à voir avec ça. C'est pas simple. Il y a tellement de solutions faciles en ligne qui sont sécurisées qu'aujourd'hui, et là encore, il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça. Il y a quelques années, j'aurais dit, monsieur, bon, on s'en fiche, tout va bien. Mais aujourd'hui, parce que c'est utilisé par des fraudeurs ou des criminels, on doit essayer de plus le faire, parce qu'au moins, nos clients sauront faire la différence. Non, je ne fais jamais de demande de paiement par email. Non, terminé. Et au moins, si quelqu'un venait le faire à votre place, le client va dire, mais attends, c'est quoi ça? Mais ils ne font pas ça d'habitude. Ça permet de se renseigner. Alors, On arrive à la pause. tu vois, finalement, je te dis, je Ah, parle beaucoup. J'espère que personne ne dort. Il n'y a personne qui a mis des petits aides dans le. de quoi tu vas nous parler Alors, justement? on a vu un petit peu donc tout cet écosystème sécurisé des ventes en ligne. On va pas spécialement revenir dessus. Mais il y a des choses à voir. C'est, voilà, si vous dites, je vais peut-être ouvrir un webshop ou ça m'intéresse, OK. Et même où j'en ai un, parce qu'on en a eu quelques-uns qui disent, comment vous préparez? C'est pas compliqué. Ça vous demande un tout petit peu de travail, quelques heures pour penser, et on va le faire ensemble d'ailleurs. Comment je me prépare si ça arrive? Comment je communique si ça arrive, et à qui j'appelle en premier, hein? On vous posera peut-être la question. Je veux qu'on en parle très rapidement de cyberassurance. Je ne suis pas là pour promouvoir ces produits, mais je pense qu'il faut savoir qu'ils existent. Et puis on conclura, je vous donnerai mon avis. Je pense que vous avez déjà un peu compris vers où je vais. Plus ou moins. Voilà. Eh bien, parfait. Écoutez, on va faire une petite pause. On va vous mettre une petite vidéo on va dire, une petite pause de 6 minutes, le temps de boire un coup, aller à la toilette s'il faut. Dans cette vidéo, vous verrez aussi comment souscrire, enfin faire la demande pour tout ce qui est chèque entreprise également.
parce que justement, la Wallonie peut vous aider aussi à vous sécuriser. Donc voilà, restez bien attentifs durant cette petite vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite, À tout de donc suite. dans, on va dire, 6 petites minutes environ. Hop, je cherche la vidéo que je vous mets ici et à tout de suite. Avant d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restant enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la quote-part à verser par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'1 mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par email dans les 5 jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa quote-part. Une fois la quote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ses documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé.
On est de retour dans ce webinaire où aujourd'hui on parle de cybersécurité et d'e-commerce avec notre expert du jour, Alexandre Pluvinage. Absolument. On va retourner tout doucement dans notre présentation et on commence Avec une question. avec une question. Allons-y. Tout à fait, je vais partager mon écran pour vous remontrer. Oups, je vais prendre le bon écran quand même, ce sera mieux. Plutôt, on va vous poser une question. Que faire en cas d'attaque? Qui contactez-vous finalement en premier? Je vous ai remis le lien du WooClap, enfin le petit QR code, donc n'oubliez pas. Si vous êtes de bons élèves, normalement, vous l'avez gardé sur votre téléphone. Mais voilà, on va attendre aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui sont toujours en pause. Hein. Ah, On a peut-être repris. Non, mais c'est intéressant. La question, plus c'est vite. voilà, on vous contacte, on dit voilà, un client ou quelqu'un dans votre entourage, il dit non, il y a un problème avec ton site internet, il y a, je sais pas moi, il ressemble plus à ce que c'était avant, on a mis des images bizarres, ou un client qui vous dit voilà, j'ai retrouvé mes données à côté de votre nom quelque part sur internet, ou ouais, on m'a volé mon moyen de paiement, je pense que ça vient de chez vous. Qui contactez-vous en premier? Quel est votre réflexe? Et je ne dis pas qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Ça m'intéresse de savoir qui vous contactez en premier. Alors, je vais vous donner, on va vous laisser effectivement répondre. Mais vous feriez quoi? Appelez maman. J'allais dire, maman, ça compte pas. Alors, ils sont 6 pour l'instant à avoir répondu. La police, en plus grand, la police Boren. Mon fils, j'imagine, donc c'est pas maman, c'est ma banque, Bitdefender qui est notre antivirus, CPhoneWeb. Voilà, la police apparaît. Alors, il y a une phrase, on va l'afficher de cette manière. La police, mon prestataire de service, ma banque, le responsable de la plateforme, dépôt de plainte à la police locale. J'ai déjà eu le cas, je me suis fait piéger. Mon fils, Bitdefender, notre antivirus, la police Boren. La police, point d'interrogation. CPhoneWeb, ou ma banque. Est-ce que, et alors je vais regarder du côté du chat, la police Boren, c'est une petite blague entre nous. On l'a vu arriver. Mais voilà, de manière générale, tu vois, Alexandre, que c'est la police. Mais en fait, ce sont toutes des bonnes réponses, pour autant que votre fils travaille soit pour la police, soit pour votre banque, soit pour CPhoneWeb. Ce sont toutes des bonnes réponses. Je recommande effectivement d'abord d'appeler la police, parce que s'il s'est passé quelque chose, il faut déposer plainte et il y aura une enquête. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est intéressant de savoir. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps, donc la semaine dernière, je pense. Donc, je vais pouvoir partager ça avec vous, de quelqu'un qui s'est fait pirater et qui est allé à la police. Et donc, effectivement, aujourd'hui, comment, au niveau cybersécurité, nous sommes organisés en Belgique? Pendant longtemps, on a eu ce qu'on appelait le FCCU, ce qui s'appelait Federal Computer Crime Unit, ce qu'on appelait les e-cops, les policiers de l'Internet. Et puis, ils ont été restructurés pour offrir plus de granularité au niveau local. Et donc, au niveau central, fédéral existe toujours. Mais ils ont créé des entités régionales qui s'appellent RCCU, Regional Computer Crime Unit. C'est les mêmes, mais régionaux. Et en fait, ils sont attachés à la police locale, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez porter plainte, la police locale, ils ont des programmes, tout ça est tout à fait digital. Ils n'ont pas de webshop, mais enfin quoi que la police, je ne sais pas. Enfin bon, c'est digital et on doit choisir quel type d'attaque. Et c'est là où il faut être informé et un peu prudent parce que suivant, en général, la police locale, suivant où vous habitez, n'a peut-être jamais fait face à ce genre de demande. Si c'est le cas et s'ils ont déjà fait face, ils sauront beaucoup plus facilement vous aider. Mais quand ils ne savent pas, il faut bien regarder parce qu'en fait, comment ça se passe? Suivant ce qu'ils vont choisir dans leur menu comme type d'attaque, eh bien, la demande sera envoyée au RCCE automatiquement ou pas. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire quel est le menu à choisir. En fait, ça fait à chaque fois que j'en parle, il faut absolument que j'aille voir ma police locale pour apprendre ça. Donc, il faudrait que je le fasse quand même. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est que Serge Houtin est là aussi dans le public. Il est de la police. Serge, il nous dit, il rigole déjà. Donc, voilà.
On ne dit pas de mal de la police, hein. Alors, justement, il Voilà. précise dans le Vas-y, chat, hein, la Serge, police dis-nous. locale dispose depuis quelques mois d'une plateforme d'aide pour la rédaction des plaintes cyber et le suivi d'enquête. J'en profite d'ailleurs, Merci. si vous scrollez un peu dans le chat, Serge vous a mis aussi les informations sur les obligations légales pour la vente en ligne. Tout à l'heure, tu parlais, Alexandre, hein, de tout ce qui était RGPD également, collecte de données. Donc, merci à Serge pour son appui aussi, hein, dans le chat. Donc oui, bah oui, c'est une bonne réponse. Donc, je disais que donc la police locale RCCU, j'ai vu SafeOnWeb. Alors, bon, mon prestataire d'antivirus, Kaspersky ou les autres, pourquoi pas, c'est le premier qu'il faut appeler. En tout cas, aller voir si son antivirus est à jour et faire tourner, c'est toujours un bon réflexe. J'ai vu SafeOnWeb. Alors oui, juste petite nuance, SafeOnWeb ne donne pas de support, mais le CERT, mais en fait c'est la même entité, donc c'est ce qu'on appelle le CCB, hein, le Centre pour la sécurité en Belgique. Et ils ont le CERT.be. D'ailleurs, c'est un site internet, CERT.be. Ce sont ce qu'on appelle les pompiers du web. Donc, quand il y a un problème, c'est eux qui débarquent et qui vont éteindre le feu. SafeOnWeb, c'est la plateforme de formation. Donc, ce n'était pas une mauvaise réponse, mais c'est juste pour faire la différence. L'un ou l'autre, de toute façon, il y a des liens entre les sites, ce n'est pas un problème. Et puis, si vous avez un IT ou un prestataire externe, et c'est là où je disais, si vous utilisez une solution externe, c'est bien de savoir qui vous pouvez appeler le dimanche à 2 h du matin, si vraiment ça devait commencer à ce moment-là. Et donc, dans les questions, quand vous allez travailler avec eux, vous allez au moins pour dire, tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce que je fais si? Qui je contacte si? Et au moins, ça permet d'avoir le numéro dans son téléphone, pas dans son ordinateur, parce que si l'attaque a commencé avec un ransomware, par exemple, l'ordinateur il est inutilisable et les données sont inaccessibles. Donc, avoir les données de contact des gens à contacter et avoir le numéro de téléphone de la police locale dans son GSM, c'est un bon réflexe. C'est comme le numéro de carte stop. Enfin, il y a des numéros de téléphone qu'il est prudent d'avoir sur soi, qu'on espère ne jamais utiliser. Mais le jour où on en a besoin, on sera content de les trouver rapidement. J'ai mis aussi l'APD, donc l'autorité de protection des données, parce que si, et ça, vous le savez peut-être déjà, mais s'il y a une perte de données, si vous détectez une perte de données, vous avez 72 heures pour la rapporter, pour la signifier à l'autorité de protection des données. Il faut savoir ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Là, on le cache, on le stocke dans un coin de son cerveau, parce que le jour où on va en avoir besoin, on va gagner du temps de déjà savoir qui je contacte. Et puis, il y a un deuxième aspect. Le comment? Effectivement, comment je contacte? Alors là, si on a dit les numéros de téléphone, c'est facile. CERT.be, site internet, zut, j'ai plus d'ordinateur, comment je fais? Ah, mon smartphone fonctionne. C'est bien. Je communique. Comment je communique? Mon site internet? Non, je ne sais plus y accéder. Et c'est, comme on l'avait dit, hein, c'est de la communication de crise. Hein. Ah, Il ne faut ouais, pas faire absolument. tout et n'importe quoi. Alors effectivement, ça vaut déjà de commencer par réfléchir si ça arrive. Et je peux vous donner un exemple récent, je n'aurai pas de nom, mais il y a une entité médicale qui s'est fait attaquer en Belgique il n'y a pas très longtemps. Plus rien ne fonctionnait. Plus d'ordinateur, plus d'email, plus rien. C'était fini. Ils devaient communiquer avec au moins déjà leurs collaborateurs, le corps médical, le corps infirmier. Eux ont fait le choix, parce qu'ils avaient une page Facebook qu'ils utilisaient justement pour donner des informations alors non sensibles et non médicales, parce que ça reste Facebook, ils ont utilisé ça. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que une mauvaise solution? Déjà, c'est une solution. Oui, mais Facebook, médical, écoute, quand tu n'as plus rien et que tu dois vraiment faire à la crise, il y a d'autres priorités. Mais effectivement, on ne met pas des dossiers médicaux sur Facebook, on est bien d'accord. Mais ça leur a permis de trouver une solution. Si vous avez une page Facebook et que vos clients la suivent, c'est aussi un bon moyen de dire désolé, il se passe ça. Alors, juste important, il y a 2 choses. Ce que j'ai pris là, je pense que c'est mon slide dans lequel il y a le plus de texte. Vous avez vu, j'aime parler, j'aime pas qu'on lise. Mais je voulais que ça soit là pour que vous puissiez le retrouver, en sachant que ça, c'est un copier-coller de ce qu'il y a sur le site du CERT.be, justement. Je me suis dit, voilà, ils ont quelque chose de bien. Vous pouvez retrouver ça sur le site du gouvernement. Ce n'est pas la peine que je réinvente la poudre. Elle est là. Ce qu'eux recommandent, et en fait moi aussi, c'est si vous devez communiquer. Alors, ça dépendra de la taille de votre structure et de la taille du problème, mais c'est bien d'y avoir réfléchi. C'est d'abord vos collaborateurs, la première chose, si ça se passe. 2, les parties prenantes, qui pourraient être dans l'incident si c'était nécessaire. Évidemment, vos partenaires, c'est souvent pas loin des parties prenantes de toute façon. Vos clients,
Eh oui, malheureusement, il faut avoir le courage de parler à ses clients. S'il y a une chose que je ne recommanderais jamais de faire, c'est de se taire et de se cacher. Même si c'est pas grave, ça vaut le coup de les rassurer et de montrer que bah, voilà, prenez ça au sérieux. Et alors là, j'ai mis la presse. La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin d'aller à la presse, mais si vous devez parler à la presse ou si vous devez parler au monde extérieur, bah, ce sera le dernier. Et pour prendre un exemple, pour une autre attaque contre un autre centre hospitalier en Belgique, c'était l'année dernière. Bah, ils ont fait un choix, ils sont allés faire une conférence de presse parce qu'ils n'avaient plus aucun moyen de communiquer avec l'extérieur et que tout était bloqué, donc ils ne pouvaient plus recevoir de nouveaux patients, ils ne pouvaient plus programmer les opérations, et ils n'avaient aucun moyen de prévenir qui que ce soit. Ils ont dit: «Ben, on va aller public». Alors aller public, c'est bien, mais il faut être prudent. Parce que quand vous avez une attaque informatique, et là on est un peu en dehors du webshop, mais c'est quand même amusant de comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez une attaque informatique qui bloque tout, les criminels qui en général demandent une rançon, eux, n'ont plus accès non plus. Souvent, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils se disent: «Bon, on n'a plus accès à rien. Normalement, ça a marché». Mais en fait, on n'en est pas sûr puisqu'on n'a plus accès. Et si vous sortez en disant: «Alors voilà, on a tel type d'attaque ici», bah oui, ils récupèrent l'information. Donc, là encore, c'est un peu comme l'histoire de Facebook tout à l'heure, il y a un choix à faire. Il n'est pas interdit de parler à la presse, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on veut informer ses clients et le moins possible les gens qui nous ont attaqués. Il faut que le message soit clair, mais il ne doit pas être trop précis pour les autres. Ça aide. Alors donc, qu'est-ce qu'on communique? Il y a vraiment 5 points super importants. Ce qu'on sait, alors voilà, bonjour, ici Alexandre de telle entreprise. Je suis désolé, on subit en ce moment une cyberattaque et ça, c'est la conséquence. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'abord d'analyser l'impact. On ne sait pas encore ce qui s'est passé réellement, mais on analyse, nos équipes travaillent dessus. On prend ça très au sérieux. C'est le troisième point. On prend ça très au sérieux. Donc, on continue et on est vraiment désolé de l'incident et des problèmes que ça peut créer pour nos clients et pour le public. De toute façon, sachez que nous reviendrons, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations. C'est jouer la carte de la transparence finalement. C'est important. C'est important. Je peux dire, j'ai été porte-parole pendant quelques années, donc c'est quelque chose que je connais bien. C'est important parce que moins vous serez transparent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Être transparent, ça ne veut pas dire trop. D'autant plus qu'il vaut mieux être certain de ce qu'on raconte. Parce que si après, si vous devez revenir, ou le journaliste, ou que là, on vous dit et vous aviez dit que oui, mais finalement, on a regardé, en fait, ce n'est pas le cas. Non, vous êtes sûr d'un truc, vous pouvez le dire. Si vous ne savez pas, vous dites on est en train de regarder, on est en train de chercher. On reviendra quand on aura plus d'informations. C'est beaucoup plus sûr, mais au moins, ça rassure. On ne doit aussi pas de l'autre côté. rétropédaler sur ce qu'on a dit. D'abord, et ça rassure, voilà, c'est grave, on est victime nous aussi et on va tout faire pour que l'impact soit limité. C'est important de jouer ça. Alors, maintenant, c'est vrai que là, je suis en train de dire, vous êtes en train de dire: «Oui, mais attends, moi je suis photographe, c'est pas un peu trop?» Si clairement, c'est un peu trop. Maintenant, si demain ça devait arriver, vous aurez déjà eu un petit peu d'informations, vous saurez utiliser ça. Il y a peu de chances que vous en ayez besoin, mais je me dis: «Bon, c'est le genre de truc que vous verrez jamais ailleurs a priori», donc voilà, maintenant ça c'est fait, check entre guillemets. Au moins vous avez un peu une compréhension de comment ça pourrait se passer ou de comment vous pourriez réagir. Donc ça, c'était sur la communication. Je vais quasiment terminer. Je voudrais juste parler des cyberassurances aujourd'hui, suivant. Alors, est-ce que vous devez avoir une cyberassurance? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez protéger, ça dépend des risques que vous avez. Sachez que les cyberassurances, c'est un produit qui marche très bien dans certains pays, comme les États-Unis ou même la France, nos voisins français, parce que là, les responsables d'entreprise ont des responsabilités pénales dans certains cas. Aux États-Unis, si tu te fais hacker ta boîte, tu peux aller en prison. Donc là, clairement, je vais prendre une assurance, je vais mettre les protections en place et je vais faire en sorte que ça ne se passe pas parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. Mon but, moi, je suis commerçant, les gars. Mon but, c'est, voilà, je suis CEO, je suis PDG, je n'ai pas envie. En France, il y a d'autres raisons, on ne va pas rentrer dans tous les détails. La cyberassurance a un intérêt d'abord parce qu'il faut y réfléchir. Décider de ne pas prendre une cyberassurance, c'est une bonne solution. Décider de prendre une cyberassurance, c'est une bonne solution. Ne pas réfléchir en fait d'en prendre une, je pense que ça, c'est dommage. Y réfléchir et dire: écoutez, moi, je ne pense pas en avoir besoin, c'est bien. On a déjà fait le travail finalement. Exactement. Maintenant, la cyberassurance évolue aujourd'hui. Donc, c'est bien parce que aujourd'hui, les cyberassurances, ils ne vont pas vous dire: «OK, oui, je vous assure, ce sera autant». Non. Ils connaissent les risques, ils savent tout ce que je vous ai raconté, ils le savent déjà. Les nouveaux cybercriminels, ils savent très bien ce qui arrive. Ils connaissent les risques et eux, voilà, ça reste des sociétés commerciales. Et donc, ils ne vont pas commencer à assurer tout et n'importe comment.
Ça a un gros avantage. Ça a un gros avantage parce que quand ils vont assurer une société, ils vont dire OK, mais on vous demande de faire un minimum de ça, ça, ça et ça. On va regarder ce que vous avez en place, on va vous conseiller et vous devrez mettre un minimum de sécurité en place pour qu'on puisse sérieusement vous assurer. C'est eux qui font le plan de sécurité pour nous, Exactement. finalement. Dans un sens, ils font un audit. Et ça, c'est bien. Je veux dire, ils font une partie du boulot. Donc, c'est plutôt cool. Mais en revanche, dans l'autre sens, j'ai récemment un chef d'entreprise qui m'expliquait que lui, son assurance l'a appelé pour lui dire on ne vous assure plus parce que les risques chez vous sont trop élevés et les protections que vous avez la possibilité de mettre en place, parce que ce n'est pas son core business et ça coûte cher, ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Donc, on a décidé de ne plus vous assurer. Ce qui est dur. Mais ça montre aussi la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Quand les assureurs commencent à se dire ça devient un peu trop dangereux pour nous. Oui, ça montre que justement les types d'attaques et la Exactement. vulnérabilité augmentent. Exactement. Donc c'est important. Il y a différentes solutions à différents niveaux, à différents prix. Donc vraiment, googlez ça sur Internet. Là encore, c'est pas mon but d'aller mettre une marque en avant plus qu'une autre. Il y a de très bons produits. Ils sont de plus en plus matures. D'ailleurs, la plupart viennent des États-Unis aujourd'hui. Il y a même des cas où on va mettre en place une assurance avec un helpdesk. Ça veut dire que si vous avez un problème, la première personne à appeler, ça peut être soit la police, soit le helpdesk de votre assureur parce qu'ils vont déjà vous aider. Ils savent très bien que plus vite on réagit, plus les risques seront limités. En tant qu'assureur, ils veulent aussi limiter les risques. Et donc ça fonctionne bien. Et Serge nous précise dans le chat qu'en général, la compagnie envoie un formulaire avec une petite centaine de questions pour l'évaluation des mesures prises ou pas par le client potentiel. Génial. J'adore avoir Serge dans le chat. C'est du luxe pour moi. Du luxe, vraiment. Quel épaulé, on n'avait pas prévu de faire un binôme, mais merci Serge. J'arrive à la fin. Mes recommandations, elles ne vont pas trop vous étonner. Je ne vais pas vous recommander Amazon. Je ne vais pas vous recommander de tout faire vous-même. Je vais vous dire, analysez vos besoins et vos capacités. Maintenant que vous connaissez un peu les risques, c'est à vous de décider ce que vous voulez prendre comme risque. Parce que vous connaissez aussi votre business mieux que moi. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, non, toi, tu dois aller là, toi, tu dois faire ça. Non, c'est à vous. Vous savez ce que vous vendez, vous savez ce que ça vaut, vous savez le nombre de ventes que vous faites. Il n'est peut-être pas nécessaire d'aller investir dans un webshop parce que vous n'allez pas vendre tellement. Ça va dépendre un peu de ce que vous voulez, de votre stratégie. Finalement, ce que vous allez faire en ligne, vous devez le traiter avec la même philosophie que ce que vous faites hors ligne, offline, dans la vraie vie. Et donc, vous avez un magasin que vous fermez à clé, vous avez un système d'alarme, vous êtes prudent sur ce que vous faites, vous délivrez de la qualité, et bien finalement, vous allez essayer de trouver la même chose. Ça, c'est de la continuité commerciale, c'est même pas de la cybersécurité. Mais le risque cyber existe de la même manière que vous avez fait une alarme parce que vous pourriez être cambriolé la nuit. Vous avez pris des actions, vous devez faire aussi cette analyse pour savoir quelles sont les sécurités dont j'ai besoin. Il y en a qui vont mettre des caméras partout, des systèmes connectés à la police. Il y en a qui va juste mettre un truc qui va gueuler, réveiller les voisins parce qu'il estime que plus, ce n'est pas nécessaire. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire que vous devez savoir s'il faut autant de caméras ou s'il faut autant de détecteurs ou de liens avec la police. Ça, vous pouvez demander de l'aide. Mais au moins, vous savez quel est le type de risque et quel est le niveau de sécurité que vous souhaitez avoir. Après, vous demandez un coup de main. Demandez à Serge. Et, salut Serge. Mais après, vous demandez un coup de main et on vous conseillera. Mais c'est la même chose. Il faut essayer c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est que les responsables d'entreprise, et je vais dire tout type d'entreprise, à part peut-être les très grosses, investissent mal dans leur cybersécurité. Non pas de ce que moi j'appelle la stratégie cybersécurité. Donc, ils n'ont pas de stratégie pour savoir comment est-ce que je vais protéger mon business, mes commerces. Alors, une boîte avec 1 ou 2 personnes, c'est peut-être exagéré, mais quand on commence à avoir un certain chiffre d'affaires, même si on vend des frites, on doit se protéger. Parce que si l'appareil, le PC qui va produire les frites, justement, est encrypté, je peux jeter mes patates. Ça a un gros impact sur mes clients, ça a un impact sur mes finances. Ce n'est pas parce que je travaille dans le secteur des télécommunications, des banques ou des pharmaceutiques que je dois me protéger. Tout le monde doit faire attention, mais ça dépend un peu de ce que vous avez besoin. Donc, analysez vos besoins, vos capacités, mais faites-le. Ce n'est pas parce qu'on parle de cybersécurité qu'il faut se dire « Oula, oui, mais non, moi, j'y comprends rien, je fais rien ». Non, ça, c'est une très, 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 très mauvaise solution. Vraiment. Vous pouvez dire « je réfléchis et je ne fais rien ». Et ça, je trouve ça bien. Mais vous avez réfléchi, accepté un risque. Celui qui ne va pas réfléchir, ce n'est pas ce que je recommande. Ce que je trouve qu'on peut faire aujourd'hui, c'est aussi de mutualiser les risques.
Vous êtes peut-être dans un environnement de commerçants au niveau local ou au niveau professionnel. Il y a des fédérations professionnelles. Utilisez ça. Ils peuvent vous aider au niveau global en disant, voilà, vous êtes dans ce tel groupe, on va faire une analyse pour vous et on va vous aider globalement. Vous pouvez demander à votre commune de voir comment est-ce qu'ils peuvent sécuriser les commerces. Aujourd'hui, vous savez, tu vois, comme je te dis que je fais toujours des apartés, j'étais à une conférence il n'y a pas longtemps avec des gens de chez Atos qui montraient comment il faut vraiment faire sa cybersécurité. Et ils montraient un slide qui était d'abord illisible, une complexité à mourir, et je ne voyais pas les dollars tomber, mais quasiment, ça coûtait une fortune. Et donc, à la fin, il y a une question, je dis, ouais, j'ai une question. Je dis, ça, c'est super, mais le tissu économique belge, c'est plus de 90% de petites entreprises, c'est plus de 78% d'entreprises de moins ou unipersonnelles, enfin, j'ai plus exactement les chiffres. Enfin, c'est principalement des petites ou des très petits professionnels. Ils ne peuvent pas faire ça. Qu'est-ce que tu recommanderais? Ah, il me dit, je recommanderais plusieurs choses. D'abord, de se sensibiliser. Le awareness, ce qu'on appelle comprendre et sensibiliser leurs employés pour ceux qui en ont. Et il disait la deuxième chose, c'est de mutualiser. Aujourd'hui, votre salut au niveau cybersécurité, c'est en mutualisant. Tout seul, vous n'êtes pas assez fort et tout seul, les risques sont. Mais effectivement, comme je le disais, au niveau local, au niveau professionnel, au niveau amical, vous êtes peut-être même dans un club de professionnels pour. Une fédération, peut-être aussi. Ouais, voilà, pensez-y ensemble. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment une recommandation qu'il faut en parler autour de soi et voir comment, en groupe, vous pouvez obtenir des solutions à meilleur prix et finalement qui sont réplicables pour différents, parce que finalement, vos risques, souvent, dans une fédération, par exemple, ils sont identiques. Parce que, c'est ma dernière phrase, il ne faut pas sous-estimer les cybercriminels. Et quand je dis qu'il ne faut pas les sous-estimer, je pense que vous savez qu'ils sont là. Vous savez maintenant qu'ils sont professionnels et je veux dire, Serge ne va certainement pas me contredire, et le risque est réel. Mais ça n'empêche que beaucoup ferment les yeux. Vous savez, les trois singes c'est un peu ça. On sait que c'est là, on ne va pas le traiter parce que si je n'y pense pas, il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, je suis plus rassuré. Ce n'est pas une bonne solution. Voilà. Désolé. Mais là encore, les trois solutions que je disais, les Amazon, les solutions mutualisées ou tout faire vous-même, c'est bien. Mais prenez vraiment la solution qui colle avec vos besoins et vos capacités. Et donc, tu le dis aussi que ça ne doit pas nous décourager finalement. Non, mais non, je sais, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai commencé avec ça parce que je sais, après, attendez, il y a, je ne sais pas combien de centaines de milliers, de millions de webshops dans le monde, dans 99,99% des cas, tout se passe très bien. J'ai aucune information sur leur niveau de sécurité. Donc ça, je vais me dire, ouais, mais ils sont super sécurisés. Ouais, il n'y en a aucun qui est sécurisé. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais dans tous les cas, ça se passe très bien. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le risque augmente parce qu'il y a plus de cybercriminels qui viennent sur le marché, parce qu'il y a de plus en plus de webshops qui utilisent les mêmes solutions. Donc, si je peux attaquer là avec celui-là, mais je sais que ça va marcher chez les autres. Donc, ils sont malins, soyons clairs. Donc, il faut réfléchir, il faut être prudent. Mais être sur Internet, c'est bien. Dans la plupart des cas, c'est sûr. Et au niveau business, c'est important aujourd'hui. Voilà, donc ce que je veux répéter, c'est je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous conscientiser sur la bonne manière de le faire, finalement. Eh bien maintenant, si on faisait un peu le bilan de ta présentation, Alexandre, je vais repartager mon écran et je vous ai mis une petite question. On a repris celle finalement du début. On vous demande, tiens, si vous deviez choisir un acteur de l'e-commerce, est-ce que vous prendriez un leader de l'e-commerce? Est-ce que vous prendriez une solution clé en main externe ou est-ce que vous feriez tout vous-même? C'était la solution qui on avait était… tout à l'heure. Il reprend forme. Voilà, on va voir. On va attendre que vous reveniez un petit peu. Mais tout à l'heure, la tendance était claire et nette. C'était tout faire vous-même. Finalement, pour l'instant, les avis ont un peu changé. Je pense que c'était le but derrière. J'espère, parce que c'est en comprenant les risques qu'on prend les bonnes solutions, les bonnes décisions. Et là encore, je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais au moins maintenant, vous avez compris la relation entre vos capacités et les risques, vos besoins et les risques, et vous pouvez, à mon sens, mieux décider. Alors, on voit que c'est clairement la solution clé en main externe qui l'emporte. Finalement, on se détourne un peu des grands acteurs, ce qui était la tendance que tu expliquais au tout début, qu'on ne voulait pas se mettre là-dessus. Le tout faire soi-même a un peu perdu. Un peu beaucoup même, puisqu'il n'y a plus qu'une personne qui veut quand même tout faire elle-même.
autre question, je pense qu'on l'aura posée, c'est après cette présentation, qu'avez-vous envie de faire? Fermez J'espère que votre personne webshop. n'avait cliqué sur le Normalement, premier, je on serais ne l'aura triste. pas parce que de toute façon, il n'en avait pas. Et si mes Il y en avait souvenirs un, il y en sont avait bons, il y en un, avait un. je pense qu'il y avait un webshop. Est-ce que vous voulez changer de formule? Est-ce que vous n'allez jamais en ouvrir ou est-ce que vous n'allez rien changer? On a vu des changements de formule, hein. Je pense que ça représente Ouais. bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Ne jamais en ouvrir un. J'espère que ne jamais en ouvrir Si un. c'est le cas, c'est pas de ta faute. C'est ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. J'espère que c'est des gens qui n'avaient pas prévu de le faire et Ouais, qui voilà, sont c'est ce que je voulais convaincus dire. qu'ils ne vont pas le faire. C'est Et ça. ça, je suis content. C'est la manière dont je voulais formuler la phrase. Le but, c'est pas que les cybercriminels ou les gens qui vous en parlent vous fassent peur, c'est qu'ils vous aident et qu'ils vous préparent à faire face parce que il y a pas photo. Je parle de photo depuis tout à l'heure, même dans mes explications maintenant. Il y a Ça ne doit pas vous arrêter de vivre et ça ne doit pas vous arrêter de faire du business. Il faut simplement le faire de manière adaptée. C'est ça. Eh bien, voilà, on touche C'est super à la intéressant. fin. Il y a toujours notre petite question aussi où on vous demande de nous dresser un petit bulletin. C'est tiens, est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences? Serge, tu Alors, ne la prends pas, s'il te Serge, je plaît. peux mettre une nom si voilà, ça ne Ah, sera tu vas pas fausser des étonnant. chiffres, là. C'est pas Euh, sympa, cher. mais pour l'instant, tout le monde a acquis de Et nouvelles qui c'est non, je veux le compétences. savoir aussi. Mais oui, et alors on va avoir, je laisse encore quelques réponses. Serge a voté oui, qui nous dit Oh, dans le chat. merci. Il- Alors là, tu me touches. Et alors, ben, il y a toujours le petit bulletin. N'hésitez pas à évaluer cette présentation, ce webinaire sur 5. Hein. Vous voyez les différents points, votre satisfaction générale, la séance, est-ce qu'elles étaient adaptées pas aux professions libérales, mais au digital commerce. On a oublié de changer un peu cette tournure de phrase, les exemples, les explications, le rythme, enfin voilà. Un peu tout ça. N'hésitez pas à donner un petit bulletin à Alexandre. On retournera voir ce bulletin tout à l'heure. Voilà. Et alors, juste, si tu me permets de finir, Je te je suis sur permets. mon dernier slide, entre guillemets. Donc, de mon côté, je le disais tout à l'heure, alors je fais de l'autopromo, sachez que je ne gagne absolument pas d'argent là-dessus, c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre avec un copain qui est aussi un collègue à moi, mais lui s'occupe de la partie néerlandophone, il s'appelle Danny, j'en parle quand même dans les podcasts. Si vous écoutez des podcasts, allez voir, si vous n'aimez pas, faut pas, mais si vous aimez, abonnez-vous. Nous faisons depuis cette année aussi des épisodes de podcasts, alors sur toutes les plateformes ou sur YouTube, pour les professionnels, du style, il y en a un sur l'e-commerce, qu'on a fait d'ailleurs en préparant cette présentation, où je répète un peu ce que j'ai dit ici en plus court, soyons clairs, je pense qu'il ne dépasse pas les 20 minutes. Mais il y en a un aussi sur la fraude à la facture, parce que typiquement, tous les professionnels aujourd'hui sont sensibles à la fraude à la facture alors qu'il est facile de s'y protéger. Et il y en a plein d'autres. Il y en a aussi évidemment beaucoup sur la sécurité pour vous dans votre quotidien en tant que personne privée, qu'individu, issu de votre famille, vos enfants, vos parents, etc. On essaie de donner des conseils simples. Voilà. En fait, c'est un peu un cadeau qu'on fait. On s'amuse à le faire, mais on ne le fait que pour offrir ça. Et le fait qu'on ait des gens qui nous écoutent et qui le partagent, parce que finalement, le but, c'est quand même que tout le monde sache pour que tout le monde se protège. Parce que, soyons clairs, il y a des vrais méchants de l'autre côté et il faut qu'on se protège. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parfait. Je vais te proposer de passer à la slide suivante, voilà, ici, on vous invite à poser vos questions. N'hésitez pas et je vais t'inviter à passer à celle d'après qui concerne l'agenda, évidemment, car il y a encore quelques webinaires d'ici la fin de l'année. On va parler fidélisation des clients par le digital. Ce sera lundi, je pense. Et puis mercredi, vous parlerez cybersécurité, la gestion des données dans le cloud. On reviendra sur un autre webinaire cybersécurité avec toi, je pense, Absolument. sur le danger des objets connectés. Ce sera le 30 novembre. Super intéressant. Un mercredi. Plein d'objets connectés, on ne s'imagine pas qu'ils le sont. On oublie qu'ils le sont. C'est intéressant. Et puis alors, un webinaire qui là sera plus dans le domaine marketing sur l'emailing. Donc, il nous reste 4 webinaires d'ici 2022. Et si tu passes à la suivante, comme ça, le public verra la dernière slide, pardon. C'est en 2023. Alors là, on a vraiment plein de webinaires, les réseaux sociaux les plus attractifs. Comment créer un site internet également.
l'e-commerce, en plan en 2 parties, de la réflexion à l'action. Donc ici, au moins, vous aurez eu les bases de la sécurité de l'e-commerce. Maintenant, ben voilà, si vous comptez ouvrir un e-commerce, gardez bien la présentation d'Alexandre que vous recevrez, évidemment, comme vous en avez l'habitude dans nos webinaires, avec le replay. On parlera paiement électronique et via smartphone. Ici aussi, vous avez eu un petit avant-goût Exact. justement au niveau sécurité, et enfin la vente en B2B qui clôturera ce cycle le 8 mai. Donc voilà, à vos agendas pour tous ces webinaires. Je pense que Sandra vous a mis effectivement le lien dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le Toutes les slide formations. précédent. Alors attends, on me demande le slide précédent. Je pense Alors, que c'est celui-ci. je vais le 2022. réafficher. Le voici, le voilà. Pour Véronique, donc c'est l'agenda de 2022. Mais alors, tout est de toute façon, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver. Sandra l'a mis sur le site internet, la page Facebook. N'hésitez pas. Je vois que Karine nous dit bonne soirée. Il n'y a pas encore de questions. Alors, je regarde, oui, vous recevrez le lien, un mail automatique demain vers 19h, effectivement, ainsi que les slides. Ça, vous en avez généralement l'habitude maintenant si vous êtes des fidèles des webinaires Digital Commerce du SNI. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va tout doucement refermer cette présentation, mais je pense qu'on a eu un public aujourd'hui, Alexandre, qui était très attentif finalement à ce que tu disais. On était plus dans un cadre global finalement. Donc voilà, peut-être qu'on aura moins de questions vis-à-vis de cela. Moi, je voudrais juste remercier toute l'organisation, le SNI, de m'avoir invité. Et puis, mon invité surprise, Serge, si tu es encore là. Merci, Serge. C'était très agréable de t'avoir en support. Eh ben, il te remercie pour ce chouette webinaire. Merci Alexandre, merci à tous les deux. Merci Serge, effectivement. Voilà, Fred remercie Serge également, un petit clin d'œil. Bonne soirée, merci pour toutes ces informations, nous dit Damien. Belle soirée à vous. On va clôturer ici, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, il suffit que je le dise pour qu'il y en ait une. Mais non, c'est Doris qui nous dit voilà, merci, qui utilise un plaisir, autre Doris. canal. Merci à toi, Doris, de nous avoir suivis. Belle soirée à toutes et à tous. Et déjà à lundi pour le prochain webinaire. Bye bye, à bientôt. Au revoir.